Je n'avais pas prévu de m'adresser à nouveau à vous, mais la situation l'exige. En effet, la situation financière de TVL reste totalement préoccupante si nous ne bouclons pas notre budget avant la mi-juillet, et ce n'est actuellement pas le cas. Concrètement, malgré votre mobilisation, il nous manque quoi ? 300 personnes qui envoient un don de 100 €. 300 personnes qui envoient un don de 100 €. Voilà l'enjeu. Il n'est pas mince, j'en suis conscient. Et pourtant, cela représente 22 minutes de propagande de France Télévisions avec nos impôts. Je compte sur vous pour répondre à cet appel à l'aide pour votre télévision, celle de vos idées. Retirez-nous cette épine du pied pour nous permettre de repartir d'un bon pas pour les prochains mois à l'avance. Merci. Bienvenue au Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, guerre intérieure, de l'émeute à la guerre civile, il n'y a qu'un pas. Et en seconde partie, guerre extérieure, peut-on éviter l'embrasement du monde ? Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est un politologue et essayiste très écouté. Il est diplômé de l'école de guerre économique, mais aussi en droit et sciences politiques. Sa notoriété démarre avec le Cercle Aristote qu'il fonde et anime, une association dédiée à l'histoire et au courant de pensée français. Il crée la revue Perspectives Libres, dont le premier numéro sort en janvier 2011 et qui compte aujourd'hui une trentaine de numéros. Il en est le directeur de la publication. Perspectives Libres est aussi une maison d'édition très active dans la sphère souverainiste. Il écrit Enquête sur la loi du 3 janvier 73, un ouvrage consacré à cette loi, entre guillemets, souverainicide, si l'on peut dire, une loi qui tue la Banque de France et met notre pays sur la voie de l'endettement sans fin. Plus récemment, il publie Pourquoi combattre, qui rassemble sous sa direction la fine fleur de l'intelligentsia contemporaine, plus de 50 auteurs qui comptent dans notre famille de pensée. Politiquement, c'est un souverainiste issu de la droite et présent sur le site de Front Populaire, fondé par Michel Onfray. Il est proche de Paul-Marie Couteau et de Nicolas Dupont-Aignan, des gaullistes souverainistes comme lui. Il partage avec Asselineau le sentiment de la nécessité d'un Frexit. Bref, c'est un homme à la fois ouvert et construit intellectuellement, un homme de conviction. Je vous demande d'accueillir Pierre-Yves Rougiron. Bonsoir Pierre-Yves. Ça va, tout se passe bien ? Oui, jusque-là, ça va. J'attends le prochain gag. Non, parce qu'en coulisses, pour les gens qui nous regardent, c'est vrai qu'il y a eu en antenne des petits gags. Voilà. Donc, en tout cas, on est ravis de vous recevoir pour cette dernière de la saison. Cher Pierre-Yves Rougiron, soyez donc le bienvenu à un public qui est aussi très nombreux ce soir. Donc, merci à tous. On peut aussi vous applaudir. Surtout qu'on est en juillet, les vacances ont commencé, il y en avait quand même encore beaucoup retardés sans doute pour venir vous voir ce soir en tout cas. On est ravis de vous accueillir. Alors, vous connaissez la tradition dans cette émission, vous êtes accompagnés, nous sommes accompagnés de sociétaires. Alors tout d'abord, je vous demande d'applaudir, et bien sûr, elle est connue de Bistro Liberté, c'est Stella Kamga, on peut t'applaudir. Stella Kamga, qui est auteur notamment d'un livre qui s'intitule « La France n'est plus la France » aux éditions du Verbe. On est ravis de te recevoir à nouveau, chère Stella. C'est toujours un plaisir, Eric. Nous aussi. À mes côtés, eh bien, on ne les présente pas, c'est un peu notre bébé de show à nous. Hein. On n'avait pas beaucoup de moyens, donc on s'est contenté de cela. Tout d'abord, Mike Borowski. Bonsoir. Que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien. À ses côtés, bien sûr, aussi très connu, puisqu'il est là à chaque émission. Il s'appelle Greg Tabibian. Il est connu aussi sur sa chaîne Je suis pas content TV.
Et on est évidemment ravis de le recevoir. Et puis alors, il y a un petit nouveau, voilà, je le présente en dernier, c'est le plus jeune, hein, donc c'est pour ça qu'on le présente en dernier. Et c'est sa première, alors télé maintenant, je ne sais plus si on dit télé, puisqu'on est sur Internet, mais tout ça peut se voir aussi à la télé. En tout cas, c'est le premier média, on va avoir le plaisir de découvrir qui tu es. C'est aussi un ami, donc je suis ravi de t'accueillir, mon cher Romain Maréchal. Merci beaucoup. Voilà, Romain qui est avant tout entrepreneur. Voilà, donc en tout Merci cas, beaucoup. on est ravis, donc cher Pierre-Yves Rougeron, de vous accueillir. Alors comme à notre habitude, nous allons commencer par un cours tête-à-tête où cette fois, et c'est dur, hein, à chaque fois je le répète, les sociétaires n'ont pas le droit de parler, hein, ils n'ont pas le droit de l'ouvrir pendant presque une petite demi-heure, donc je vais vous poser quelques... Stella, t'y arrives? Bah écoute, on va voir, on va voir. T'es encore plus costaud Oui, que on va ce se croyait. tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu, mais bon, c'est loupé. Tu vois, je voulais la jouer comme dans les médias mainstream. Ah, hein. oui, mais- Bon, alors mon cher Pierre-Yves, je vais te tutoyer, donc je vais te poser quelques questions donc, pour les gens qui nous regardent sur des sujets que nous n'aborderons pas ensuite, hein, puisque le programme est chargé avec ces deux débats. Alors parlons d'abord un peu du cercle Aristote, donc, dont tu es le président. Est-ce que tu peux d'abord nous rappeler de quoi il s'agit ? Quand je suis arrivé de Normandie, j'avais 18 ans et j'observais dans ma génération un retour du penchant national, si tu veux. Mais dans une génération qui est mutilée culturellement, qui d'ailleurs en est tout à fait consciente, tout comme les générations qui l'ont suivi. Donc l'avantage du milieu souverainiste à ce moment-là, c'est que, si tu veux, sur une salle de 30 personnes, tu avais 15 agrégés. Moyenne d'âge 70 ans à l'époque, donc un combat plein d'avenir. Et je me suis dit, bon, soit on est ce que Patrick Buisson dira d'Emmanuel Macron, le jeune président des vieux, soit donc le jeune de service, soit on essaye d'évangéliser en utilisant le savoir des aînés. Et donc, c'est comme ça qu'est né le cercle Aristote, c'est-à-dire faire former les plus jeunes avec l'expérience des plus anciens. Au début, ça devait être une association de quartier. Je n'aurais jamais cru que ça allait prendre, mais... Comment tu définirais le cercle Aristote ? C'est un think tank, un cercle de pensée C'est ce qu'on disait dans le temps, une société de pensée, en effet. Le but est assez simple, déjà, quand on a vu la généralisation d'Internet, et particulièrement des vidéos, on s'est dit, bon, on va pouvoir à la fois former les gens qui sont là, on va pouvoir faire passer le message, et surtout, on va pouvoir détecter et faire monter les jeunes gens qui vont faire la relève, si tu veux, parce que tu as des personnalités extraordinaires dans le camp souverainiste, mais si tu veux, on ne peut pas toujours demander aux mêmes combattants de faire les mêmes guerres, si tu veux. C'est un homme qui, moi, m'a énormément formé intellectuellement, tu vois, qui est Régis Debray, c'est un homme qui est né en 1940. Tu vois, donc, à un moment... si tu veux, il fallait former la nouvelle génération, ce qui est une tâche ingrate quand soi-même on n'a pas reçu de formation faute de formateur. Donc j'ai eu du soutien, assez peu, mais j'ai eu du soutien, entre autres du général Gallois à l'époque, ou de Jean Foyer. Mais il fallait, à défaut d'avoir des pères, ma génération de militants avait besoin de grands frères, donc je me suis improvisé grand frère. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment vous êtes financé ? Tiens, c'est une Ah bah question, c'est très... Alors ça, c'est très simple. Marianne. Comment ? Non, j'ai été rayé pour pouvoir arrondir la note de Monsieur Sifaoui. Je suis écœuré. Je suis écœuré. Tu n'es pas copain de Marlène Schiappa, déjà. D'ailleurs, on va signer une lettre à 4 mains avec Dominique Sopo pour se plaindre. Tu vois, ça sera notre grande réconciliation. La dernière fois, on s'était vu au procès Zemmour, ça s'est mal fait passer. Petite blague, comment vous êtes financé ? Pour une raison qui est assez simple. Les événements sont payants, modestement, mais payants. Nous, on est sans filet à chaque événement, c'est-à-dire si ça marche pas, c'est pour nos pommes. Donc, même chose pour la maison d'édition. On n'a pas le choix. Je vis, c'est ce que j'aime dire. Je vis la vie du petit entrepreneur français avec toutes les emmerdes. Voilà. Tu as l'impression de peser dans le débat public avec le cercle Aristote ? Qu'est-ce que c'est peser dans le débat public aujourd'hui ? On est face à un effondrement moléculaire de la société. Donc, si tu veux, est-ce qu'il y a un espace public aujourd'hui ? Moi, à titre personnel, j'essaye avant tout d'apporter quelque chose aux miens.
Et il vaut mieux être, selon toi, dans le combat des idées plutôt que dans le combat politique à proprement parler? Si tu veux, moi j'ai fait les deux. Je me suis présenté au régional, j'ai fait les deux. J'ai Oui, été mais conseiller politique, etc. Aujourd'hui, tu n'es plus dans la sphère, on va dire. Ouais, mais on verra l'année prochaine ce que je fais. C'est intéressant ça. On verra. Donc tu es en train de nous annoncer que tu vas. J'annonce rien te du tout. relancer J'ai en dit, politique. j'ai dit on verra. Non, là tu peux pas t'en sortir comme ça. Non. En tout cas, si tu veux, Candidat aux européennes? Candidat, je ne sais pas, Tête de liste? mais certainement pas. Si tu veux, il faut quand même y avoir une chance de gagner pour tout le monde. Il y a des gens bien plus compétents que moi pour ce faire, mais j'ai tellement souhaité une liste unitaire que si elle a lieu, j'espère être dessus, oui. Unitaire, unitaire RN, Dupont-Aignan-Philippot. Dupont-Aignan-Philippot. D'accord, donc tu es en train de nous annoncer que tu seras sur la liste de Dupont-Aignan et de Philippot, c'est ça? Que j'aimerais y être si elle a lieu, en tout cas. D'accord. Écoute. Donc, on peut pas prêcher. T'auras déjà 10 électeurs. Si tu veux, on peut pas. Moi, j'ai jamais prêché l'engagement pour les autres. Donc, c'est pour ça que je suis allé au régional. Ça m'a d'ailleurs fait une expérience de politique locale que je n'avais pas, parce que on fait pas la guerre avec la peau des autres. Ça, c'est un fait familial. Donc, tu vois, j'ai fait à peu près tous les petits boulots d'un militant politique. C'est intéressant parce que tu parles donc, tu nous as donc annoncé que tu aimerais être sur cette liste commune Philippot, Dupont-Aignan. Comment tu te définis politiquement? Parce que c'est vrai que Dupont-Aignan, Philippot, parfois, on voit bien un souverainiste, mais moi, je suis un souverainiste à poil dur, ça c'est certain. Je viens historiquement du gaullisme, c'est-à-dire que moi, je suis pour, avant toute chose, que, comme disait Raymond Aron, un État, c'est respecter à l'intérieur, en paix à l'extérieur. Et tout ce que je veux, c'est que la France soit respectée sur son sol et respectée à l'étranger. Parce que c'est la terre qui portera mes enfants, et si la liberté nationale n'est plus là, mes enfants sont dans les chaînes. Et là, je dois m'interposer. Je suis père de famille. Avant tout, je suis ce qu'on appelle un soldat politique. La souveraineté, elle ne peut être que nationale, c'est ça, selon toi? Quand on entend parler de la souveraineté européenne, ça te parle? Oui, la souveraineté européenne. Si tu veux, la souveraineté, c'est pas si tu veux, la souveraineté, c'est une notion pleine et entière. C'est pas le sein d'une mère aimante pour ses deux enfants. Tu vois, ça se partage pas. Philippe Séguin avait une analogie qui était très bonne. Il disait la souveraineté, c'est comme la maternité. C'est une notion pleine et entière. En cloque, pas en cloque. Souverain, pas souverain. Eh bien là, c'est pareil. Tu vois, parce que la souveraineté partagée, on a connu ça. Hein, les Polonais, les Hongrois, etc., ça s'appelait souveraineté partagée. Attention, parce que Mike Borowski est d'origine polonaise. Mais il s'en est remis depuis. Or, si tu veux, tu plaisantes, bien entendu. Comment on précise. Oui, non, mais ce qu'on se connaît avec. Mais si tu veux, ils étaient en souveraineté partagée avec l'URSS. Or, aujourd'hui, c'était le terme. On était en souveraineté partagée. De quoi vous vous plaignez ? Vous avez encore des droits. Monsieur Giscard d'Estaing avait dit à Chirac, tu sais que les deux hommes se haïssaient, ils étaient haïssables tous les deux d'ailleurs, donc ils avaient retourné ça l'un contre l'autre, et un jour, de toute façon, quand Giscard a compris que Chirac l'avait trahi pour faire élire Mitterrand, il dit de toute façon, grâce à l'Europe, je ne vous ai laissé que le pouvoir de nommer les préfets, profitez-en bien. Donc, et le pire, c'est que d'un point de vue textuel, il exagérait l'œuf fêlé, mais à peine. Or, si tu veux, ou alors, moi je veux bien qu'on partage la souveraineté, mais alors on abolit le système démocratique qui va avec. Si tu veux, à un moment, il faut arrêter de faire fantasmer les gens sur des choses qui n'existent plus. Tu vois, moi j'ai été 5 ans au Parlement européen, conseiller politique d'un parlementaire. Celui qui me dira qu'on doit partager des trucs avec ces gens-là, je lui dis soit vous y allez et vous regardez, soit si vous y êtes allé et que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'on ne négocie pas avec des gens qui veulent fondamentalement votre peau. Churchill avait une phrase magnifique, et on ne négocie pas avec un tigre la tête prise entre ses mâchoires. Et bien là, c'est pareil. Alors après, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, on pourrait faire quoi ? On pourrait faire quoi ? Une armée européenne ? Ok, là tu vois, tout de suite, l'idée stupide par excellence. Ok, armée européenne, déjà ça existe déjà, ça s'appelle l'OTAN. Ça s'appelle l'OTAN. C'est dans les textes du traité. La défense européenne se fait à l'OTAN. C'est marqué.
D'accord ? Donc tu veux pas de l'OTAN, tu veux pas de l'UE. C'est marqué, c'est consubstantiel. Les deux organisations sont consubstantielles. Je vais te donner un exemple. L'actuel patron de l'OTAN voulait partir en retraite parce que, bon, vu à combien il émerge, il est grand temps qu'il aille dépenser son pognon. Très bien. Et les Américains lui ont dit, au pied, tu restes. Tu restes 1 an. Mais pourquoi vous prorogez mon mandat ? Parce que c'est simple, dans 1 an, la mère Van der Leyen doit quitter la table de la commission, on lui a promis ta place. Le problème, c'est qu'on ne va pas mettre un mec juste pour 1 année. Donc, tu rempiles, et t'es bien gentil, et tu te tais. Après, si on veut négocier avec un système comme ça, voilà, moi, je n'ai rien contre les crotales, je dors pas avec. Ouais, et Pierre, quand même, la question un peu provoque. Est-ce que tu crois que la France, elle peut être compétitive dans le monde qui s'annonce sans l'Union européenne ? Déjà, premièrement, d'un point de vue budgétaire, tout ce cirque se fait avec notre pognon. On est d'accord, la France est contributeur net, c'est-à-dire qu'elle perd du pognon tous les jours. Donc tout ce cirque se fait avec notre fric. Alors, je ne sais pas si on est compétitif, mais en tout cas, on peut dire, au fait, rends l'argent parce que nous, on n'est pas un État mendiant qui vit des subventions européennes. Les subventions européennes, c'est nous qui les payons. L'Union européenne ne produit rien, il faut toujours le rappeler. Elle ne produit rien, elle vit principalement de la ressource TVA, d'accord ? Que les États lui versent. Ok ? Bon, que certains États lui versent. La France, l'Italie, l'Allemagne, ce qu'on appelle les contributeurs nets. Les autres reçoivent. Donc, d'un côté, tout ce cirque se fait au détriment de nos territoires, déjà. Point 1. Point 2, moi, si tu veux, la puissance par la taille, ça m'a toujours fait hurler de rire, parce que ça voudrait dire que le Bangladesh devrait être un grand pays, et qu'il ne l'est pas, alors que, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Quel mystère ! La Corée du Sud, 45 millions d'habitants, est plus puissante que la France aujourd'hui. 45 millions d'habitants. Et tu sais ce qu'ils ont pour eux ? La cohérence et la volonté. La puissance, c'est une volonté d'abord. Tu peux être qui tu veux. Je vais te donner l'exemple avec la Russie. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas payé. Ne vous inquiétez pas. Hein. Non, mais je sais, parce que maintenant, dès qu'on dit russe, tout de suite, il y a une petite pesanteur qui se fait. Hein. Et contrairement à ce qui est écrit dans les réseaux du Kremlin en France, non, j'ai rien touché. Hein. Donc, la Russie sous Yeltsin, elle a les attributs de la puissance. Elle a l'ONU, elle a le nucléaire, etc. D'accord ? Elle s'est complètement effondrée, 7 ans d'espérance de vie en moins, etc. Les Russes ne voulaient plus vivre. 2 avortements pour une naissance, tu veux plus vivre. Ok ? C'est la même Russie, aujourd'hui. T'as vu le décalage de vision ? Hein ? Tout le monde, tout l'Occident tapait dans la main d'Yeltsin parce que c'était devenu un gourbi à clodo. Aujourd'hui, tout le monde lui donne du monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé ? La volonté. Le problème, si tu veux, c'est que beaucoup de gens, pour se débarrasser de la France, je rappelle, c'était l'idéologie de Giscard d'Estaing, la France, c'est 1% de la population mondiale, donc ça doit disparaître. Ok, très bien. Il y a des tas de dirigeants qui se disent pas ça et qui sont à moins de 1%, hein, on est d'accord. Et ça doit disparaître pourquoi ? Pour un ensemble dont la seule chose qu'elle a en commun, c'est de mutualiser des faiblesses et des lâchetés. Bon, à un moment, n'importe qui, au bout de 70 ans d'un projet politique qui a foiré, à un moment, il est temps de vider le frigo. Tu vois ? Quand le patient est mort, ça sert à rien de faire un massage cardiaque à un mec qui est en coma dépassé depuis longtemps. Donc pour revenir à notre sujet, voilà. Là, par rapport à l'Europe, ouais. Toi tu es pour la sortie de la France. Si tu veux, un asile, ça se réforme pas, ça se ferme. À un moment, non mais, si tu veux, vous savez, si les fous étaient moins fous, on arriverait peut-être avec M. Bellamy à faire quelque chose. Ah bah oui, mais si tous les artistes peintres du monde voulaient bien se donner le pinceau, tu vois, c'est du même niveau. Si tu veux, et moi, je suis désolé, cette pensée magique a déjà épuisé la génération de mon père. Elle a oblitéré le futur de la mienne. Ok. Mais si je la file à mes gosses, je suis un salopard. Et ça hors de question. Pierre-Yves Rougeron, il en est où le mouvement souverainiste en France, de manière générale ? Alors, il a toujours le même double problème. Il n'est pas très uni. Hein. Alors, il a le problème de la division, mais quoi qu'on pense de lui, prend toute la contre-culture qui a émergé avec Internet et même avant. Tu retires le mouvement souverainiste. Je suis désolé, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup la droite dite radicale, la droite dite catholique. Peu importe, je n'ai rien contre ces gens-là. Tu retires le mouvement souverainiste, nous n'avons rien produit d'alternatif, de concret, de sérieux, intellectuellement, depuis 30 ans. Et ça, c'est un état de fait. Non, parce que tu parlais de Dupont-Aignan et de Philippot, mais tu aurais pu rejoindre Éric Zemmour chez Reconquête ou Marine Le Pen au Rassemblement National, par exemple. Si tu veux, je n'ai rien contre les deux formations susvisées. Leur programme européen m'apparaît assez léger quand même.
voire sincèrement, avec des œillères dont j'ai du mal à comprendre que des gens qui soient élus depuis longtemps les aient encore. Et je pense que ce sont des œillères un peu intéressées, mais si tu veux, moi j'ai annoncé il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années, parce que toute la droite se piquait de l'exemple grec en disant, vous savez, nous, ça nous arrivera jamais. Moi j'ai dit, vous verrez, vous serez des Tsipras de droite. Tu veux qu'on fasse la liste ? Kunz, Orban, Meloni. Donc à un moment, si c'est juste pour prendre les places de l'UMPS et faire pareil, on peut aussi rester chez nous, hein. Si tu veux, si c'est juste d'accompagner la France comme on accompagne un mourant vers le Rivotril, Monsieur Édouard Philippe fera ça très bien. Hein. Il fera ça très bien. D'ailleurs, il a déjà le physique de l'emploi. Donc le fait-il dans la famille Adams, tout va bien. Il accompagnera la France à la mort sans problème. Pourquoi lui refuser ce rôle si on n'est pas capable de faire mieux ? Si on n'est pas capable de faire mieux, c'est qu'on n'est pas légitime à prendre le pouvoir. Quel bilan tu fais du Brexit, par exemple ? Le Brexit, parlons-en. D'un point de vue économique, la Grande-Bretagne a des données qui sont en tout point supérieures aux nôtres et à la moyenne des pays du continent. Si tu prends par exemple le seul point noir qui était l'inflation, si tu la vois si tu la vois frontalement, tu dis ils ont beaucoup d'inflation. Oui. Tu la vois en moyenne européenne, ils sont dans la moyenne. La seule chose, qu'ils ont pris le Covid comme nous et les sanctions ukrainiennes comme nous. Et ça, ce sont 2 erreurs du pouvoir britannique, mais ce sont aussi 2 erreurs de tous les autres pouvoirs. Mais par exemple, prends ce qui excite beaucoup de gens, qui est le volet migratoire. Est-ce qu'on peut comparer nos 2 pays d'ailleurs La France et l'Angleterre, historiquement, ils ont des identités, par exemple, par rapport à l'inflation, etc., ils ont des points d'identité économique qui sont quand même assez proches. Tu sais, historiquement parlant, là, tu vois, il faut lire l'œuvre de Todd, David Todd, le fils d'Emmanuel Todd. On a des points communs tant avec les Anglais, avec les Américains, qu'on n'a pas nécessairement avec des pays plus proches de nous géographiquement. En termes, par exemple, de rapport à l'inflation, d'histoire économique, de rapport au protectionnisme, beaucoup. Or, le gros problème, si tu prends par exemple le volet migratoire, qui a été celui qui a été le plus critiqué. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il est critiqué dans l'Angleterre du Brexit. Quand l'Italie ouvre à 450 000 immigrés, que M. Orban va en faire venir 250 000 en 5 ans, là d'un seul coup, pas un mot. Mais c'est pas grave. Le problème, c'est que si tu prends le cas du Brexit, le Brexit a eu comme effet immédiat d'augmenter les salaires en faisant partir une part de classe immigrée. Ensuite, le patronat britannique veut renégocier. On entend dire qu'en ce moment, les Britanniques payent le Brexit. Tu l'entends pas, cette musique-là ils le payent avec un chômage qui est la moitié d'une autre et avec, si tu veux, un salaire horaire qui est de 10% supérieur alors qu'il était de 10% inférieur avant. Donc, moi, je veux bien. À ce prix-là, je veux bien payer. Hein. Après, tu prends le volet migratoire qui a été attaqué par une partie de la droite. Où vont les immigrants en Grande-Bretagne ? Ils vont vers l'Écosse semi-autonome qui a décidé de maintenir le droit européen des migrations. Puisqu'elle veut la sécession, aidée par Bruxelles d'ailleurs, et au passage qui a été applaudie par une partie de la droite française, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que le chef de l'autonomisme écossais était un grand remplacé. Et là, toute une partie de la droite qui détestait les Britanniques, d'un seul coup, regarde ses pompes, mais ne s'est toujours pas oublié. Tu comprends le problème ? Or, quand tu vois le pouvoir depuis Londres, ils ont des lois aujourd'hui sur certains types d'immigrés. Je cite les services d'Ursula von der Leyen elle-même, tu vois, qui disent « Heureusement, qu'en tant que l'Union européenne sera là, des lois aussi dures sur les migrants ne seront jamais prises sur le continent. » Voilà. Donc, si tu veux, et au niveau laxisme migratoire, quand Bruxelles te parle, écoute-le. Tu vois, c'est comme quand M. Juncker dit « Il n'y a pas de démocratie contre moi », crois-le. Tu vois, parce qu'au fond de la bouteille, il trouvera la vérité. Et finalement, on annonce, c'est vrai depuis longtemps, en permanence, la fin prochaine de l'Europe, son implosion, mais force est de constater quand même que ça ne se produit jamais. Pourquoi d'après toi ? Pour une raison qui est simple, c'est que c'est un impérialisme local soutenu. Moi déjà, tu m'as jamais entendu dire « le grand soir est pour demain matin ». Jamais. Jamais, en 20 ans de métier, jamais. Pour une raison. Les structures impériales mettent toujours très longtemps à se désagréger. Point d'histoire du développement. 2, l'Union européenne est un impérialisme local, principalement germanique, qui sous-tend un impérialisme global
qui a fait de la création de l'Union européenne sa plus grande opération extérieure. Je rappelle que Jean Monnet, par exemple, travaillait pour les Américains, c'est dans sa biographie tout à fait officielle, dès l'époque de la SDN. Donc si tu veux, à l'exception de Nixon qui était sceptique et de Trump qui était hostile, tous les présidents des États-Unis ont eu à cœur de créer cette chose et de la maintenir. Là, tu as le retour des germano-américains, ce qu'on appelle les germano-américains au département d'État de M. Biden. Et Biden fait du maintien de l'Union européenne un de ses buts de guerre pour une raison que d'ailleurs les souverainistes ont expliqué en long, en large et en travers depuis 20 ans, ce qu'on appelle le stratagème des chaînes. C'est-à-dire que quand tu as des pays dont tu veux te débarrasser, soit tu les attaques militairement, ou le plus simple, tu essayes de les fédérer. C'est-à-dire que tu les attaches ensemble, c'est le dilemme du prisonnier, c'est-à-dire il y en a un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, tu en as deux de neutralisés, terminé. Je te rappelle que lors du Brexit, M. David Cameron est allé supplier Barack Obama de venir menacer son propre peuple sur son territoire. Et donc Barack Obama se pointe, menace le peuple britannique, leur dit si vous ne votez pas bien, l'Amérique prendra des sanctions contre vous. Le problème, c'est que ça a eu, les Anglais n'étant pas totalement des lavettes, ça n'a pas eu tout à fait l'effet escompté. Or, est-ce que tu vois ce que c'est la xénocratie d'un mec qui est Premier ministre d'un pays et qui dit à sa puissance tutélaire, écoute, les locteux risquent de voter contre moi, si ça t'ennuie de venir leur foutre un flingue sur la tempe, ça me rendrait un fier service. Donc, voilà ce que c'est le mental que l'Union européenne a instillé partout. Comment t'expliques justement, pour faire la transition avec l'esprit, on va dire français, comment t'expliques ils aient eu peut-être le courage, selon toi, de le faire, et que l'idée du Frexit en France, elle ait autant de mal à s'imposer? Parce que, dans les faits, on en est loin. Alors, elle a autant de mal à s'imposer pour deux raisons. Premièrement, on ferait des navettes. Premièrement, les gens... Déjà, premièrement... Déjà, tu as deux choses. Premièrement, tu veux dire que la parole avait été respectée. Tu as la brisure de 2005. Parce que pour beaucoup de Français... Donc on rappelle le référendum. On a fait un référendum, et après, M. Sarkozy, aidé d'ailleurs par une part non négligeable de la droite, si tu veux, a fait réécrire ce référendum et l'a fait annuler. Bon. Il y a des gens que ça n'a pas empêché de dormir. Il avait des gens, si tu veux, dans son haut conseil, des gens un peu particuliers quand même. Tu parles de qui? Je parle de M. Buisson, par exemple. Et que ça n'a pas empêché de dormir, c'est pas grave. On a les scrupules qui se surmontent. Mais le problème, c'est que quand tu dis à un peuple... Tu parles de Patrick Buisson. Je parle de Patrick Buisson, tout à fait. Ça l'a pas empêché de dormir, il n'a pas démissionné, c'est pas plein. Donc, qui ne dit mot, consent. Tu crois que c'était lui, personnellement, qui était... Je pense qu'en tout cas, il y a participé de toute évidence. À un moment... Enfin, la décision finale, c'est pas lui qui l'a prise. À un moment, non, mais comme disait Chevènement, quand on n'est pas content, on claque la porte. Tu vois? Bon. Parce que c'est drôle. Ça aurait été un homme de gauche qui aurait trahi. On serait tous d'accord pour dire qu'il a trahi. Dès que c'est quelqu'un qui est de notre bord, on a une sorte de tolérance à ça, ce deux poids, deux mesures, on ne pourra pas se le permettre si un jour on arrive au pouvoir. Il faut être très net. Donc moi, j'essaye de ne pas l'avoir. Or, le vrai problème qui se pose à nous, c'est que une fois que tu as brisé un peuple en lui disant de toute façon, tous les vrais votes déterminants, je les annulerai par voie parlementaire. Bon, premièrement, ça veut dire que tu as réveillé la coucheuse de l'histoire, tu as réveillé la violence politique. Il ne faut jamais oublier, le vote, ça n'a jamais été inventé pour câlin, bisous, bougie. Tu vois, comme à chaque attentat, pas du tout. Le vote, ça a été inventé pour qu'on évite de régler ça à la main. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça a été inventé pour ça. Or, aujourd'hui, tu as réveillé la violence politique, point 1. Point 2, pour les Français, ils assument le principe de réalité. Ils ont des femmes, des gosses, ils bossent. Donc pour eux, les partis qui sont contre l'Union européenne, c'est la LFI, c'est le Front Nat, etc. Les substances internes aux oppositions, les Français ne les maîtrisent pas pour une seule raison, c'est qu'ils doivent faire tourner le pays pendant ce temps-là. Eh bien, écoute, c'est une parfaite transition que tu nous proposes ainsi. On va tout de suite attaquer ce premier débat, et là, les sociétaires vont pouvoir intervenir. À tout de suite. Guerre intérieure, de l'émeute à la guerre civile, il n'y a qu'un pas. Assiste-t-on au retour de la stasie des anciens? L'État peut-il restaurer l'ordre et l'autorité? Comment régler le problème des banlieues? Voilà. Donc,
ce premier débat qui s'annonce, je pense, assez chaud. D'ailleurs, Charles Mathieu, tu peux remplir les verres de vin ou d'eau. Tu es au vin? Je suis à l'eau, moi. À l'eau. Donc, exceptionnellement, c'est pas grave, on t'en rend compte après. De l'eau, c'est. Et puis je crois que du côté aussi de Stella et de Romain, les verres ont l'air vides. Alors, on aborde tout de suite donc ce premier sujet qu'on a intitulé donc guerre intérieure. Alors déjà, tous ici, je vais vous demander, alors évidemment à Pierre-Yves, l'honneur d'introduire ce débat. Quel regard vous portez avec le recul que nous avons maintenant sur ces émeutes qui ont déchiré la France pendant plusieurs jours? D'abord Pierre-Yves et après vous nous donnez tous votre point de vue. Si tu veux, sur la question de la gestion des banlieues, l'émeute est un fait structurant depuis le début des années 80. Donc là, pour le coup, si tu veux, rien que du normal. Je pense que la seule chose réellement intéressante... Quand tu dis rien que du normal, ça veut dire que... C'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, tu as, si tu veux, ce qu'on pourrait appeler soulèvement, qui part de ces quartiers qui, en réalité, se dépolitisent au fur et à mesure des années. La marche des beurs, c'était très politique. Là, il suffit de voir les résultats des comparutions immédiates. Tu pleurais Naël, c'est qui Naël? Ah bon, super. Les flics sont méchants avec toi? Non, je les aime pas, mais je les aimais pas hier, je les aimerai pas demain. Alors pourquoi t'as fait ça? 1, j'avais besoin de nouvelles Nike. 2, les copains l'ont fait, pourquoi pas moi? 3, je m'ennuie. Or, le pire, c'est ça, c'est le retour des comparutions immédiates. Il y en a un qui a dit qu'il avait besoin de sopalin de Kellogg's aussi. Hein. Comment? Il y en a un qui a dit ça sur une chaîne info. Oui, mais alors ça, si on entre dans le sacré, alors c'est... Non, mais c'est édifiant. Voilà, tu vois, donc déjà, par rapport aux anciennes émeutes, elles sont, même déjà par rapport à 2005, elles se dépolitisent petit à petit pour devenir, si tu veux, des relents nihilistes et destructeurs à base parfois ethnique, de moins en moins confessionnelle, parce que, il faut être honnête, les frérots ont raté une partie de leur coup, les frères musulmans ont raté une partie de leur coup, comme l'extrême gauche d'ailleurs, de récupération. Par contre, tu as des nouveautés dans ce mouvement qui sont certaines, une, en tout cas, à mon sens, positive, et les autres négatives. Je termine pour une seconde. 1, la contamination aux villes moyennes suivant la route du trafic de drogue, très nettement. 2, l'affirmation du pouvoir des bandes criminelles, parce que c'est elles qui, à un moment, ont dit « maintenant que ça nuit au business, stop ». 3, et c'est le seul point positif, pour la première fois, il y a eu des mouvements de résistance organisés qui n'ont pas été, comme en 2005, écrasés par les flics. Allez, Mike Borowski, une première réaction. Alors, il se trouve qu'en 2005, j'ai fait les maraudes à Clichy-sous-Bois pendant les émeutes avec le député maire de l'époque qui s'appelle Éric Raoult. C'est lui d'ailleurs qui m'avait lancé décédé aujourd'hui. Décédé aujourd'hui. Et j'ai l'impression, avec les images que j'ai vues la semaine dernière, que cette fois-ci, c'était beaucoup plus intense qu'en 2005. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est les enfants de ceux de 2005 qui ont fait des émeutes. En 2005, c'était des jeunes de 20, 25 ans. Là, on a assisté à des adolescents. Je pense qu'ils sont aussi imbus d'une forme de consumérisme. Voilà, ils sont pris en main par le capitalisme, par la globalisation, là, par le consumérisme, par l'envie de consommer. Alors que en 2005, c'était, rappelez-vous, c'était 2 jeunes qui s'étaient enfuis, ils étaient cachés, je crois, dans un transformateur et ont été électrocutés parce qu'ils fuyaient la police. Alors que là, c'était vraiment une réaction, on va dire, voilà, c'était les jeunes de notre quartier qui sont morts, donc on va venir les défendre. Et pour le coup, il y avait une vraie solidarité dans ce quartier de Clichy-sous-Bois. Une particularité aussi, c'est qu'en 2005, il y avait, comme vous l'avez bien dit, cher Pierre-Yves, les islamistes à l'époque qui venaient et quand ils disaient oh là, faut s'arrêter, ben, les mecs ils s'arrêtaient quoi. Ils s'arrêtaient tout de suite. Voilà. Il y avait vraiment une forme d'autorité qui venait du quartier. Il n'y avait pas que les islamistes, il y avait aussi les fameux grands frères, voilà. Ceux qui travaillaient dans les mairies. À l'époque, d'ailleurs, le maire de Clichy-sous-Bois s'appelait Claude Dillin. Il est mort d'ailleurs depuis. Et c'était vraiment un permissif pour le coup. Mais voilà, il y avait malgré tout une forme d'emprise des anciens et des islamistes du quartier. Là, pour moi, ça c'est fini.
Voilà. Peut-être les dealers de drogue. J'ai entendu un policier dire que les dealers de drogue ont réussi à faire stopper. Voilà, ça, oui. c'est possible. Tu crois, cette ça, possibilité. Totalement. C'est les dealers qui Totalement. C'est le business. Faut bien Qu'on rétablit comprendre. l'ordre. Faut, Regarde, à Marseille, ça a moins pété, parce faut- qu'au bout d'un moment, faut- c'est tenu par la drogue. faut bien comprendre, dans l'esprit d'une bande criminelle, ce qu'est une émeute. Une émeute, c'est d'abord un fait positif pour une bande criminelle. C'est qu'elle fait comprendre à l'État, tu vois, si tu m'emmerdes, ça va cramer. Par contre, à un moment, il faut savoir terminer une bonne grève, il faut savoir terminer une bonne émeute, parce que ça nuit au business, et le business pour le H, enfin, on parle quand même de plusieurs centaines de milliers d'euros chaque semaine, rien que pour la zone de la Seine-Saint-Denis. Donc, si tu veux, l'argent part très vite. Donc, au tout début, il nous envoie un message, ensuite, les enfants, la récré se termine, et vu qu'il t'a en face de toi, bah, tu rentres chez toi. Parce que, si tu veux, il n'a pas le côté droit de l'homiste que peut avoir le petit flic bleu français. Mais ça montre quand même un truc complètement dingue. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'État public ne peut pas maintenir l'ordre. Ne veut pas. Ou peut-être ne veut pas. C'est possible aussi. C'est possible aussi. très vrai. Mais des entrepreneurs privés. Ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Tu crois que l'État donc public ne veut pas maintenir l'ordre? Veut pas. Ou ne peut pas, ça je sais pas. Ça, je pourrais pas dire. Bah, il y a quand même En tout cas, il n'y arrive il y a pas. eu quand même pendant 4 ou 5 jours 45 000 forces de police qui étaient sur le terrain. Oui, mais attends, ça c'est pour bloquer, pour qu'on évite qu'ils attaquent certains quartiers et certaines populations. Mais ça n'a jamais été. Moi, si tu veux, moi j'ai des copains dernier qui coup de étaient. matraque sera Voilà. tombé, ils signeront les chèques le lendemain pour Bien les sûr. gaver de subventions. Moi, si Ils tu sont veux, contents, ils ont des nouveaux gilets jaunes en moins dangereux. Il n'y a pas de message politique, c'est parfait pour eux. C'est vrai que 2005 a été créé l'ANRU, rappelez-vous, et l'ANRU a coûté 50 milliards. Explique ce qu'est l'ANRU en une. Alors, en une- l'ANRU, c'était une agence d'État qui construisait, en gros, qui démolissait les anciennes bars HLM pour en reconstruire des nouvelles, et dont j'imagine qu'une partie de l'argent est arrivée dans la poche d'élus, ou peut-être même de ses grands frères aussi. Moi, je me rappelle, à l'époque, à Épinay-sur-Seine, par exemple, des grands frères étaient salariés de la ville d'Épinay-sur-Seine, qui est une ville UDF, et on a appris, quelques années après, d'ailleurs c'est passé sur le Parisien, que le mec était dealer et qui cachait sa cam dans la mairie d'Épinay-sur-Seine. Et en fait, il y a une incohérence entre les élus et les dealers. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent que finalement, c'est les dealers qui devraient payer et participer à la reconstruction de ce qu'ils ont pété. Partagez tous ce point de vue. Ouais. À un moment donné, je pense que chacun doit être responsable de ses actes, en fait. C'est-à-dire que si un enfant est allé casser quelque part, soit l'enfant il travaille à vie pour rembourser ce qu'il a cassé, soit c'est son parent qui travaille en tout cas pour rembourser ce qu'il a cassé. Vous êtes pour responsabiliser les parents? J'ai toujours c'est la été pour la responsabilité civile, ça. responsabilité, en fait. C'est-à-dire Oui, que ça peu existe importe que ce juridiquement. soit l'enfant, que ce soit le parent, peu importe l'individu, à partir du moment où tu es un être humain, que tu as quand même réussi, enfin que tu as quand même reçu un minimum d'éducation, ou au moins que tu as un cerveau qui fonctionne, c'est que quand tu fais une gaffe, eh bien tu dois être responsable de ta gaffe. Je ne vais pas chercher de midi à 14h. Donc, je suis d'accord avec Greg quand il dit que l'État ne veut pas. C'est une question de vouloir, en fait. On assiste, et là, c'est que c'est un visage, mais vraiment défiguré de la France qui fait mal au cœur. C'est pas que l'État est incapable de maîtriser ou quoi que ce soit, mais on vit dans une forme de politique qui a construit une espèce de déni. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui a refusé d'obtempérer. Il y a un policier, malheureusement, qui voit sa vie basculer parce qu'un individu n'a pas été bien éduqué. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est lui qui est en prison et on est en train de nous expliquer que, ah ouais, malheureusement, si les quartiers se sont embrasés, eh bien, c'est parce que les enfants n'ont pas été, l'État n'a pas fait son travail. Non, l'État a justement fait son travail. Les bibliothèques, les municipalités, les médiathèques, les piscines. Je ne savais même pas qu'une piscine pouvait brûler. Tiens, les piscines, les transports ont brûlé parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas été bien élevés. Pourquoi? Donc, à un moment donné, je veux bien qu'on dise qu'effectivement, je veux bien qu'on dise que l'État est monté, l'État est descendu, mais à un moment donné, que chacun prenne ses responsabilités. Pierre-Yves, tu partages ce point de vue? Alors, si tu veux, déjà, tu as un mécanisme qui existe déjà, juridiquement, qu'on connaît tous, qui est la responsabilité civile, qui peut jouer vis-à-vis des parents. Le problème, c'est que, bon, la plupart, insolvables, enfin,
si tu veux, ça va être très compliqué, vu les sommes Il y en à a faire qui jouer. disent que c'est dégueulasse de faire participer la mère de famille qui bosse toute la journée, qui a peut-être pas le temps, et le papa aussi. Attends, c'est soit ça, soit il faut les sortir du quartier, et là, pour le coup, faire, si tu veux, des missions d'éducation un tout petit peu raides, pour ceux qui sont sauvables. Il y a aussi une partie, je suis désolé, je vais peut-être choquer, ils ont par nature certains des doubles nationalités, ce sont des doubles nationaux, et je pense que si nous avons raté notre part éducative peut-être, eh bien je pense que leur État, l'État d'où ils viennent, terminera ce processus éducatif, et vu les États en question, crois-moi qu'ils le termineront, le processus éducatif, parce que moi, les mecs qui rêvent du bled à longueur de journée, quand ils y vont, je rappelle que le bled, c'est parfois les discipliner. Mais tu parles de l'islamisme, c'est ça enfin, Non, pas uniquement. Ah non, mais peu importe le bled. Peu importe le bled. C'est le seul point positif, c'était pas tant lié à ça que c'était pas... Romain. Pour moi, ce sont les enfants terribles de la République, c'est-à-dire que c'est une conséquence qu'on découvre aujourd'hui. Moi, personnellement, ça ne m'a pas surpris. Ça aurait pu être une réaction d'un policier, ça aurait pu être n'importe quel prétexte en réalité. Effectivement, on a vu la jurisprudence de 2005 qui était les conséquences, si je puis dire, effectivement, de l'immigration. Mais avant ça même, je pense qu'il faudrait que nous, on se remette en question en tant que Français. C'est-à-dire comment on a laissé des pseudo-intellectuels, pendant des années, laisser infuser dans toutes les banlieues françaises un discours anti-français. En réalité, parce que c'était ça, hein, la main, Catali, toute cette racisme. super clique de voyous, c'était ça, c'était de dire, voilà, détestez ce pays, ce sont des colonisateurs, ce sont des horribles personnages, ne vous assimilez surtout pas. Et comme par hasard, effectivement, qu'est-ce qu'on voit brûler lorsque ça pète? Parce que ça va péter, ça va être chronique, c'est une maladie malheureusement qu'on a aujourd'hui en France, hein. C'est une cellule cancéreuse. Au bout, jamais, ça va aller mon crescendo. Et puis vous êtes super pessimiste. Et puis il y a des, entre guillemets, coups de pression de la part justement des leaders en leur disant bah voilà, maintenant vous nous laissez gérer le bouclard parce que sinon ça va mal se passer. Et donc effectivement, comme par hasard, les cibles, c'est quoi? Des bibliothèques, des écoles, des commissariats, les pompiers, etc. Donc tout ce qu'on leur a appris à détester en fait. Et vu qu'à chaque fois qu'ils cassent, on achète la paix sociale avec justement des subventions. Il y a eu pas mal de condamnations quand même. Non mais d'accord, mais c'est anecdotique. Bien sûr, faut taper pour Et ça, calmer, ensuite on nourrit. Et puis attends, une condamnation prononcée et une condamnation effectuée sont deux choses différentes. Hein. Exactement. Ah, tu condamnes le laxisme de la justice là-dessus Si, avec sur ça. Mais si, avec sur ça. Non, mais là, les peines, elles ne sont pas assez sévères. Mais non, premièrement, mais surtout, elles ne seront pas appliquées, les peines. Elles seront pas appliquées, les peines. Il y en a qui sont déjà partis. Mais tu pourrais les condamner à la mine de sel. Ils iront jamais. On est en France. La plupart, en plus, pour ceux qui sont mineurs, ils ont la protection de l'ordonnance de 45. Donc, si tu veux... Je crois vraiment que le mec qui vient de prendre 10 mois parce qu'il a volé une canette de Sprite, là, ou je sais plus quoi, il va faire 10 mois de prison en France, enfermé, que là, pendant 10 mois, on le verra pas 300 jours. On est à des taux de remplissage carcéraux de l'ordre de 115 à 100%. Moi, j'ai travaillé en On lâche les violeurs parce qu'il n'y a pas de place. Moi, j'ai travaillé en 2008 sur la réforme de l'ordonnance 45 quand j'étais au Sénat. C'était la réforme que Mme Dati voulait porter. Et déjà, à l'époque, en 2008, 100 000 peines de prison par an n'étaient pas effectuées. 100 000 peines de prison par an. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette réforme de 45, l'ordonnance 45 ? Ben rien. On a planché pour rien parce qu'aucune mesure n'est passée en fait. Greg, vas-y, tu voulais dire un truc. C'est juste un léger rebond, Mike, pour aller dans ton sens. Il faut bien comprendre que, il y a des peines non effectuées, mais il faut comprendre que la peine non effectuée, c'est un double effet qui se coule. La peine, il ne la fait pas. 2, dans la hiérarchie criminelle, il revient au quartier avec un galon. C'est ça. Ah ouais. Donc, si tu veux, plus minable comme système, tu meurs. Tu les fais entrer dans la carrière. Et moi, j'ai fait de la gaffe. Et vous vous rendez compte, moi, j'ai une condamnation, clac. Je mérite plus cher en tant que chou horaire. Est-ce qu'on en parle des politiciens qui encouragent ça? Je pense qu'à un moment, Bien sûr. qu'à un moment donné, il faut être logique. Non, pas Pour uniquement. moi, à un moment donné, il faut être Et la cohérent. LFI, bien sûr. Stella, Romain. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui n'obtempèrent pas quand ils voient la police, qui agressent les policiers, vous n'avez jamais vu, en dehors du fameux La République, c'est moi, vous n'avez jamais vu un député LFI agresser ou ne pas obtempérer quand il a la police en face de lui.
Ils vont faire les one-man shows dans les manifestations, mais sinon... Ils étaient à la manif, là. Voilà, c'est ce que je dis. Mais c'est ce que je dis. Attends, t'as vu que le même soir, quand ils sont allés pour regarder soi-disant les conditions de détention des émeutiers, ça, c'est vrai, alors on rappelle le contexte. Ils se sont bien présentés. Il y en a un qui s'est fait taper... Ils se sont présentés, écoutez, nous sommes ici, voilà, on est venu vérifier les conditions de détention des émeutiers sont très bien comportées. Mais par contre, les gens qui encouragent, chaque fois qu'ils sont en face de la police, n'obtempèrent jamais. Comment vous expliquez ça? Donc, à un moment donné, pour moi, il faut amener les politiciens pareil face à leurs responsabilités. Dès qu'ils disent qu'ils n'appellent pas au calme, pour moi, pareil, on les fout en tôle. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. Trouble à l'ordre public. Il faut trouver le moyen de mettre en pratique. Bah oui. C'est simple que ça. Bah oui, il faut les accompagner aussi. Oui. Stella peut sauver l'Empire Bouygues, parce qu'avec le nombre de tôles qu'elle va faire sortir de terre, on va repeupler du maton. Mais c'est vrai que c'est plus ambigu que ça leur rôle, parce que... Vous êtes tous d'accord en tout cas là. Oui, alors oui et non. Oui, comme tu disais. On va côté de gauche. Non, moi, ça, je me guéris. Après, non, mais il y a eu quand même un truc. C'est très juste ce que tu disais sur le fait que il y a pas d'idée politique derrière. On a souvent dit que les gilets jaunes avaient planté parce qu'ils n'avaient pas de porte-parole. Là, il n'y a pas de parole. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est le vide, mais il y a des gens qui sont chargés de la créer, la parole. Donc effectivement, bon, on a eu des réactions de gauche et de droite. La droite, on va pas passer 2 ans dessus parce qu'ils disent la même chose qu'ils disent depuis 40 ans. Il faut plus d'ordre, d'autorité, de hiérarchie, de respect, de machin, de trucs. Depuis 40 ans, les choses ne changent pas, donc... Non, mais il n'y a pas de truc innovant. Mais là où moi je me suis posé, la question, c'est je me suis dit, est-ce que par contre la gauche va aller jusque-là, ou en tout cas une partie de la gauche qui n'est plus la mienne. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont nous faire passer des types qui tirent à la calache entre 2 Allahu Akbar, en allant poursuivre des vieilles dames dans la rue, qui font des rues entières pour taper des fonds de caisse à 150 balles, et qui poursuivent une mère de famille avec ses enfants parce qu'ils ont défoncé ils ont mis le feu à sa maison. Est-ce qu'ils vont nous faire passer American Nightmare pour la Commune de Paris? Ces cons-là ont réussi à le faire. Mais pas longtemps, parce que tu remarqueras qu'ils nous ont tous dit pas d'omelette sans casser les œufs, on ne veut pas condamner, etc. Par contre, dès qu'il y a un député qui s'est fait enfoncer la bagnole à la voiture bélier, le lendemain, toute l'équipe était là en disant c'est un scandale, la République est en danger. Donc ça va 2 minutes, sauf quand ça touche la famille. Parce que la famille, c'est pas que leur camp politique, c'est la caste à laquelle ils appartiennent. Ça c'est quand même des points qui sont importants. Il y a eu un peu une hypocrisie là-dessus. D'ailleurs, il y a une autre hypocrisie aussi, c'est tout le discours indigéniste qui nous dit, qui s'amuse depuis maintenant plusieurs semaines à comparer, soi-disant, les manifs de racisés et les manifs de blancs. De facto, les gilets jaunes seraient une manif de blancs et ces manifs-là seraient des manifs de racisés. Mais pourquoi? Le point de départ, c'est quoi? C'est que ça vient de banlieue. Donc en fait, jour 1, vous avez décrété qu'une manif qui naissait en banlieue était une manif de non-blancs. Donc au niveau du grand remplacement, vous êtes où? Parce qu'à un moment, il faut arrêter de dire un truc le lundi et de dire l'inverse le mardi. Si manif de banlieue égale manif de noirs et d'arabes, ça veut dire grand remplacement. Donc arrêtez de prendre les gens pour des cons. Romain. Je comprends que c'est eux qui ramènent le débat de la race dans le débat, en fait. Qui ramènent le sujet de la race alors qu'ils sont français. Ils ont ramené ce et on doit composer, d'ailleurs. Et d'ailleurs, et c'est le seul point positif, c'est qu'effectivement, ce n'est pas tant un truc racial que ça. Parce que quand la FI a décidé d'envoyer Bilongo, l'autre, il est arrivé en mode Maracas, ils lui ont dit dégage, on va te tabasser, on va te tuer. Et l'autre, il a pas... Bah, je suis noir. Oui, mais t'as un costard. Les Arabes, ils ont compris que t'avais un costume, en fait. Ils sont pas débiles. Voilà, t'es un élu, en fait. Tu peux être noir, jaune, vert, ça marche plus. Peut-être qu'en 2005, ça aurait marché. Mais là, ils ont compris que le mec avait un costard. Et ils l'ont compris depuis longtemps. C'est juste que là, ils n'ont pas de gens qui parlent à leur place. Et ça s'est très mal passé. Ça vous choque, en tout cas, la présence d'élus dans la manif de Traoré, par exemple, ce week-end Si elle a été interdite, évidemment. Non, c'est pas dérangeant. Ça peut être aussi leur place. Non, mais quand on dit encore une fois, c'est leur place. On déteste la police et vous avez Coquerel les panneaux qui sont là. Il y avait qui comme élu dans cette manif? Il y avait Coquerel, panneaux, des élus. Déjà, premièrement, la manif était pourquoi? Adam, ils n'en ont pas marre? Ce dossier a déjà été traité, classé, abandonné, sayonara, basta. Donc, à un moment donné, pourquoi on va continuer de nous emmerder, vous me pardonnerez, à chaque fois de nous créer des manifestations, à chaque fois qu'il y a eu, je sais pas moi, parce que là, pour moi, c'est un trouble à l'ordre public, comme le disait Romain. Il n'y a pas une meilleure explication, c'est de la récupération politique, mais en lettres majuscules. Ils l'ont mis sur un voile le lendemain. Ils l'ont mis sur un t-shirt.
C'est écrit là, c'est de la récupération politique. À chaque fois qu'il y a un drame, parce que je dirais même pas, c'est même pas une bavure, c'est un drame. À chaque fois qu'il y a un drame qui implique la police, il y a toujours... Oui, vous condamnez tous... toi, tu dis que c'est une bavure? Moi, pour moi, c'est pas une bavure. Pour moi, ce n'est pas une Attendez, bavure, c'est un drame, ce n'est pas une bavure. Pierre, d'abord. Attends. Alors. Déjà, on va essayer de sortir de l'affaire qui met aux prises Naël et le flic pour une raison. Déjà, il y a un truc. Déjà, il y a un petit truc, une paille, ça s'appelle la présomption d'innocence. Il y a un collectif d'amicales de la chanson qui s'appelle l'IGPN qui doit faire quelque chose. Donc, un moment, je pense qu'il faut arrêter de distordre ce processus-là, comme d'ailleurs le chef de l'État s'est permis de le faire. Et Elisabeth Borne, comme un bon ménat. C'est une faute politique, là, majeure. Non, c'est une faute politique effrayante. Or, avec Darmanin, il y a présomption d'innocence pendant 4 ans, mais là, non. Tu vois. Je rappelle que, par voie hiérarchique, constitutionnellement, la politique du gouvernement est faite par le Premier ministre, qui est un primus inter pares, mais avec un minimum de pouvoir qui le met un peu au-dessus. Ce qui veut dire que M. Dupond-Moretti, qui est sous les ordres en partie de Mme Borne, et qui dirige la chancellerie et qui donne ses ordres au parquetier, va crucifier ce flic. Il va être crucifié, il faut être honnête. Bon, or ça, excuse-moi, je croyais qu'on poursuivait, Oubi et Torbi, tous les États qui se permettaient de faire ça. Enfin, Poutine se permettrait de faire ça, on en parlerait à midi, le matin, le soir, la nuit, serait suffisant. Bon, donc, nous, on peut tous se permettre, pas de problème. En réalité, je l'ai très bien dit, ça aurait été ça, mais ça aurait été un mot de travers, ça aurait été un regard de travers, c'était le même tarif. Pour une raison, c'est que, nous savions que le plan Darmanin antidrogue, aussi modeste soit-il, aussi ridicule soit-il, les gêner aux entournures, et vu les sommes dont on parle, ils n'aiment plus être gênés aux entournures parce qu'ils ont maintenant les moyens d'obtenir ce qu'on appelle dans le langage des voyous. Mon vieux maître Xavier Hofer essayait de l'expliquer à toute une partie de la droite qui n'a pas voulu l'entendre. Quand on fait des manifs pour le respect en banlieue, le problème du mot respect, c'est qu'il a un sens criminologique. Le respect, c'est entre deux bandes, il y en a une qui a une calage et l'autre qui n'a pas de calage, donc respect. Respect parce que je suis artillé, pas toi. Bon, donc le problème, c'est que nous, évidemment, on n'a rien pigé à ça parce qu'on est toujours dans la culture de la droite Juppé, c'est-à-dire... Nous, on est dans la culture de Pierre Richard qui dit « je sais pas ce qui me retient ». Non, alors premièrement, et on est dans la culture de la droite Juppé, c'est-à-dire la droite post-68, c'est-à-dire tout ce que les jeunes font, c'est trop cool, tu vois, c'est Juppé qui dit « ouais, j'ai la super pêche » et qui se rend pas compte que le terme pêche n'a plus cours, tu vois. Tu penses que ça aurait pété de toutes les façons, Romain, toi C'est évident. C'est évident. Avec des élus en plus qui souffrent sur le Brest depuis des années, c'est clair que c'était ça ou autre chose, ça allait démarrer. Je voulais faire comme un complotiste aujourd'hui, ce soir, parce qu'il faut parler aussi des conséquences. Je suis un bon citoyen, je te préviens. Parce qu'il faut parler aussi des conséquences de ces émeutes. Parce que moi, je remarque depuis 3 jours, il y a Thierry Breton, d'ailleurs ce matin, qui est venu, qui dit voilà, il veut censurer les réseaux sociaux à partir du 25 août. Il y a un monsieur Macron qui parle de couper Internet, comme en Turquie ou au Pakistan. Couper donc l'accès aux réseaux sociaux en temps d'émeute, comme s'il pouvait d'ailleurs le faire. Et Dupond-Moretti, c'est pas si compliqué si tu attaques les antennes. En réalité, tu coupes géographiquement le signal. Il y a aussi la loi de programmation militaire. Il y a aussi la loi de programmation militaire et des réquisitions qui ont été, je crois, promulguées la semaine dernière. Pardon, mais quand Dupond-Moretti dit on va retrouver avec les adresses IP tous les... On va rien retrouver du tout. Ça, on sait très bien que ça... On va rien retrouver du tout. Non mais ça, ce qu'ils vont faire, c'est pas contre les dealers, c'est pas contre ceux qui font les émeutes, c'est contre nous tous. C'est pas contre le gars qui est criminel. Lui doit se tenir à carreau et les autres. Évidemment, c'est une nouvelle arme contre nous. Ce que Thierry Breton a annoncé là, c'est l'interdiction à partir du 25 août, c'est l'obligation pour les réseaux sociaux de supprimer immédiatement sous peine d'interdiction de diffusion en France, je le cite, tout appel à la révolte, pas à la violence, pas à la révolution armée, pas à l'insurrection, pas à la calomnie, à la révolte. C'est-à-dire que si je dis demain « révoltez-vous », ça ne veut pas dire la violence, la révolte, on le voit dans beaucoup de littérature. Se révolter, être révolté, dire aux gens « soyez révoltés »,
est interdit. Et puis attends. Où sommes-nous si c'était la Russie sidérant. Si c'était la Russie qui faisait ça, qui disait ça, Poutine il disait voilà tiens on va couper Internet, je vais couper VK, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qu'on aurait dit à LCI par exemple? On aurait dit les droits de l'homme. Tu comprends? Bah oui, mais voilà, nous on cotise aux droits de l'homme, c'est nous qui avons inventé, voilà. Donc nous on cotise. Et pour revenir aux émeutiers, ça traduit vraiment selon toi une haine de la France et des Français? Alors, pour une partie, oui, mais avant tout, pas d'amalgame. C'est des gamins. Non, c'est pas ça. Alors là, si tu veux, le pas d'amalgame 500, j'ai une ordonnance de dispense pour allergie. Donc Prends du Toléron, c'est pas mal, ça marche bien. 200 mg. Alors, tu vois, pour la partie, entre guillemets, micro-politisée, le problème, c'est qu'on en est même plus là. Est-ce que l'armée, elle peut rétablir l'ordre dans les banlieues? Pourquoi on n'appelle pas l'armée dans ce cas-là? Attends. C'est pas le boulot? Non, mais attends, une seconde. Déjà, si on envoie nos militaires, qui sont, je le rappelle, sous-équipés, puisqu'on envoie tout en Ukraine, qui sont sous-équipés, qui sont désentraînés parce qu'ils sont omnubilés par des programmes qui épuisent nos armées, et je pense à la saleté qu'est le programme Sentinelle, parce qu'un soldat qui marche dans les rues est un soldat qui ne s'entraîne pas, déjà. Comment? Un soldat qui ne s'entraîne pas, et en plus... Non, mais il est peut-être entraîné avant de marcher dans la rue. Excuse-moi, ils ont d'autres choses à faire que de faire les plantons depuis 15 ans. D'ailleurs, je me demande même si les armes sont chargées. Elles le sont ou pas? Je me suis toujours... Pas souvent, pas toujours. Elles le sont parfois, mais très rarement. Attends Pierre, je ne veux pas te couper, mais les 25 ou 45 000 policiers qui sont hospitalisés, à ton avis, ils sont hospitalisés pourquoi? Parce qu'on les on me dit qu'ils auraient une munition accrochée dans le dos. Ils n'étaient pas armés, on les envoyait avec des bonbons et des cotons. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que si on fait la même chose avec les soldats, ils iront à l'hosto tout pareil. Les soldats, ils sont beaucoup plus entraînés. Ils sont aware. Attention. Le pouvoir militaire et le pouvoir constabulaire, c'est pas la même chose. Oui. Le pouvoir constabulaire, théoriquement, les flics, moi je suis désolé, on aurait la police qu'on avait encore dans ces temps reculés qui étaient les années 60, je peux t'assurer que ça aurait été beaucoup plus vite réglé. Or, ça aurait été autre chose. Oui, déjà, du temps de Charles, ça aurait été autre chose. Du temps de Charles, ça aurait été autre chose. Tu l'as connu, toi, puisque tu parlais de Philippe Seguin, Charles Pasqua aussi, tu penses vraiment que ça aurait été différent avec Charles Pasqua? Si tu veux, c'était une pensée... Non, mais parce qu'à un moment donné... C'était une pensée politique différente. Tu sais ce que c'était, la devise de Pasqua pour le maintien de l'ordre? Les droits de l'homme s'arrêtent là où commence l'intérêt supérieur de l'État. Essaye de la dire sur une chaîne de grande écoute, tu vas voir. Tu vas être le journaliste le plus court de toute l'histoire. Donc, je fais déjà assez court. Non, mais tu comprends. Alors que là, on a muselé le pouvoir policier. Vous savez, vous vous rappelez tous qu'on peut le démuseler. Rappelez-vous les gilets jaunes, ce qu'ils ont pris. Là, on peut démuseler les flics. Parce que, par contre, là, on leur a dit, vous faites les plantons, vous évitez qu'ils aillent dans les quartiers où nous, on a nos intérêts et nos familles. Et d'ailleurs, ils l'ont fait. La seule chose, c'est que si on envoie l'armée, ce n'est pas... si tu veux, il faut sortir de l'armée, c'est fait... Pour le pouvoir militaire, c'est fait pour faire la guerre. Si tu veux, On est en guerre civile, là, selon toi? Une guerre civile, ça se fait au sein d'un même peuple. Le problème, c'est que là, tu as affaire à des déracinés, des désaffiliés. Donc, ils ne sont pas du même peuple que toi. Donc, toi, tu fais le lien entre les émeutes actuelles et l'immigration, le lien, il est évident pour toi? Si tu veux, au moins les... Parce que Darmanin, t'as vu en audition, avait du mal à le dire. Hein. Oui, mais si tu veux... J'ai l'impression qu'il y avait Kevin et Mathéo. Oui, surtout. Si tu veux, le rapport à la réalité de Gérard Darmanin... Après, j'en ai vu. Tu vois, le rapport à la réalité de Gérard Darmanin, que, si tu veux, requiert un travail de professionnel que je ne suis pas. Donc, je ne suis ni ophtalmo ni psychiatre. Donc, la réalité est au consentement. Tu vois, la réalité est au consentement, oui, voilà. Donc, si tu veux, le problème de M. Darmanin, c'est qu'il doit assumer le en même temps macronien. C'est-à-dire, il doit dire au centre droit, vous voyez, j'aime bien la matraque. Et de l'autre côté, il dit à la gauche, oui, mais c'est une matraque en mousse. Donc, et là, tout le camp central est content, chacun a entendu ce qu'il voulait, mousse dans un cas, matraque dans l'autre, et résultat, tu as le bloc central parasitaire qui maintient le pays sur la pente du déclin. Tout le monde est content.
Ouais, comment rétablir l'autorité de l'État? Parce que tu parlais de Pasqua qui disait que les droits de l'homme s'arrêtent. Maintenant, les solutions, ce serait quoi? Si tu vas en plus, tu aspires à de nouvelles fonctions politiques, puisque tu me dis que tu allais être tête de liste de ces... Non, tête de liste, certainement pas. Arrête tes conneries. Numéro 2. Non plus. 2 ou 3. Non plus. Non, mais même si je suis en queue de peloton, ça me dérange absolument pas. Mais t'es député européen demain, tu dois participer à peut-être... Alors, premièrement, déjà, depuis le Parlement européen, si tu veux, ça va être compliqué. Mais alors, si tu fais, à titre personnel, par rapport au travail que font mes équipes, moi, déjà, il faut briser les bandes criminelles. Les bandes criminelles, elles sont entre 1000 et 1500. Nous connaissons tous les chefs. Et pour le coup, il faut viser le trafic de stupes au cœur. La légalisation, ça ne marche pas. Tous les pays qui l'ont essayé ont lamentablement échoué. Par contre, il y a des choses qui n'ont pas été essayées. Par exemple, moi, je suis désolé, pour moi, le deal de drogue, c'est simple. Tu mets une substance dangereuse dont tu ne préviens pas le consommateur des effets secondaires, tu ne lui dis pas comment elle a été faite, etc. D'un point de vue juridique, je pense que ça s'appelle de l'empoisonnement. Et là, tu passes du tribunal, du petit tribunal correctionnel et du tribunal de police à la cour d'assises, c'est pas le même tarif. Il faut jamais oublier une chose. Un groupe criminel équilibre les risques et les opportunités. Point. Raisonnement capitalistique pur. C'est une entreprise 2.0, un réseau criminel. Parce que c'est une entreprise qui peut changer de spécialité en claquant des doigts. Ce qu'un entrepreneur ne peut pas faire pour des raisons logistiques. Or, si tu brises ce rapport à l'opportunité, là, tu peux les écraser. Une fois que tu as écrasé les bandes criminelles, ce qui veut dire de revoir les peines planchées, de travailler sur un nouveau type de sanction pénale. Et là, on peut parler de la relégation, etc. D'abord, certaines associations de banlieue qui sont les faux-nés, entre autres, du blanchiment d'argent et du trafic de drogue. On verra le reste après. Ensuite, tu as une politique d'enfermement, et je suis désolé, tu dois, là pour le coup, défier l'ordre xénocratique qui tient la question de l'immigration, donc 80% du droit migratoire est un droit communautaire, un droit européen, parce que tu dois à la fois arrêter les flux, et tu dois, pour certaines communautés qui n'ont pas fait le travail de séparation entre ceux qui ont vocation à rester et ceux qui ont vocation à partir, ce qui est par exemple consubstantiel à l'immigration asiatique pour ceux qui connaissent le sujet, eh bien on va le faire pour eux. Pour la plupart, ce sont des doubles nationaux. Eh bien, leur pays les attend. Et si leur pays refuse de les prendre, eh bien, il y a un certain nombre d'États tiers qui, moyennant finance, acceptent. Et si, voilà, je veux juste rajouter, pardon pour l'anglicisme, un petit coup de vernis de soft power. On leur expliquait aussi les raisons pour lesquelles leurs parents, leurs arrière-grands-parents, etc. sont venus en France. Il a raison. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans les pays d'origine, pourquoi il y a eu cette migration, et ce qu'ils sont venus trouver. Des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, un système qui fonctionne en réalité. Mais il faut le rappeler, parce qu'autrement, on aura, tous les 10 ans, on aura des problèmes comme ça. On va arriver bientôt. La preuve, l'autre était à 7h55 au volant d'une grosse Mercedes en train de rouler comme un malade alors qu'il devait être à l'école. Donc, c'est là où Pierre-Yves a des solutions aussi. On va arriver bientôt au terme de ce débat, les amis, parce qu'on est pris par le temps. Le thème de ce débat, c'est guerre intérieure. Est-ce que, Pierre-Yves, tu penses qu'on peut dire qu'il y a en France des ennemis de l'intérieur? Oui, bien sûr. Mais les ennemis de l'intérieur... Qui sont ces ennemis pour toi? Mais ils sont nés là. Est-ce que c'est l'islamisme l'ennemi pour toi? Déjà, c'est notre président. Alors, on va être très clair. Nous sommes en face... Tu dirais que c'est quoi? Non, mais... déjà, notre président, commencez. Non mais c'est un terme. Non parce que là, au-delà de la. Il est à l'intérieur. Au-delà de la voyage à Bamako, il est à l'intérieur. Au-delà de la blague, c'est un terme. De soirée en boîte bourrée, il est à l'intérieur et c'est un ennemi. Non mais là, tiens, petite parenthèse. Vous diriez que quand même, tu partages ce point de vue au-delà de la blague, c'est quand même un terme très fort, Macron. Que Macron est un ennemi de la France? Ah oui. Mais il est mandaté, il est payé pour la tuer. Non mais attends. Si tu veux, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour mériter que tu le dises qu'il est un traître? Il a été là, c'est quasiment insultant pour lui. Non mais attends, il a été élu, je me trompe ou pas? Par qui? Il a été élu face à qui, comment, etc. Enfin, si tu veux. Non mais on a ce qu'on mérite aussi. José, pardon, c'est ça que je voulais dire. On a les dirigeants. Non mais t'es pas démocrate alors, t'es pas pour le système de la démocratie. Enfin. Non mais c'est vrai, on a les dirigeants qu'on mérite et c'est pour ça qu'il y a un travail aussi de fond à faire sur qu'est-ce qu'être français et l'identité et pourquoi. Regardez vers la. Faut bien comprendre une chose. C'est que la conclusion qui arrive et on passe au c'est tout à fait normal dans un système de xénocratie, donc de pouvoir de l'étranger, ou de tyrannie anomique, c'est à peu près la même chose. C'est tout à fait normal. Parce que tu as une élite comprador qui est à la botte d'un système international,
il s'en cache pas. Alors, il va prendre ses ordres à intervalles réguliers, donc il s'en cache pas. Et son but est de motiver le lumpen prolétariat, dont c'est le rôle, d'éviter la solidification et la prise de conscience politique du prolétariat. C'est tout à fait normal. La racaille, elle a toujours été là pour ça. Elle brise des grèves, elle s'attaque à la population, elle terrorise la population honnête, elle est là pour ça, et c'est pour ça que la bourgeoisie comprador l'utilise. Et c'est pour ça que les traîtres l'utilisent, et c'est pour ça que tu as un culte du voyou dans toute une part de la classe politique française. Allez, ce sera le mot de la fin pour ce premier débat. Moment important, alors on peut l'applaudir aussi, puisque c'est Ignace qui est notre caricaturiste live. Donc, écoute, je découvre donc en direct, en live, si je puis dire, ces caricatures. Alors la première, c'est toi qui es caricature. Pierre-Yves Rougeron, un jeune intello qui souhaite s'enrichir de l'expérience des anciens. Je m'en suis trouvé un génial. Il a 2350 ans et il s'appelle Aristote. Encore Pierre-Yves Rougeron, il a tous les arguments pour défendre notre souveraineté, sans exception, le cercle Aristote. Voilà pour toi. Bon, là, je pense qu'on reconnaît Emmanuel Macron. Fin des violences urbaines. On va enfin pouvoir... Non, je te remercie. On va enfin... Pour les 4000 blagues sur l'alcoolisme. Voilà. Et d'ailleurs, je vois que tu as plus de 20. Charles Mathieu, s'il te plaît. On va enfin pouvoir poursuivre nos luttes contre le réchauffement climatique, le complotisme, la transphobie et répartir les migrants dans nos campagnes. Quelles mesures pour éviter encore Emmanuel Macron? Quelles mesures pour éviter les prochains embrasements? Être encore plus intraitable avec la police. La police est victime de la police de la pensée. Joli. On peut l'applaudir. Et enfin, deux dernières, violences urbaines, Charles Martel, si je peux filer un coup de main. Voilà, donc ça, il est pour toi, je pense. Et enfin, la dernière, la France va mal, je subis trop de corps étrangers. Voilà donc pour Ignace et Caricature. On se retrouve tout de suite pour l'interview confession. Alors, on enchaîne avec l'interview confession, mon cher Pierre-Yves. C'est très simple, on te pose des questions et tu essaies de répondre de suite. Okay, pas de le souci. plus brièvement possible. Première question. Quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie? Mon Dieu, mon Dieu. En plus, tu es éditeur. Ah oui, je suis éditeur. En plus, je suis éditeur. Je dirais que quand j'étais gamin, Crime et Châtiment, Dostoïevski. Pourquoi, rapidement? Si tu veux, pour la prise de conscience du mal, profondément. Deuxième question. Quel trait de caractère détestez-vous par-dessus tout? Les traîtres. Les traîtres, la trahison, profondément. Tu penses à quelqu'un en particulier? Là, si tu veux, tu m'as demandé de répondre brièvement, donc on va éviter la revue de détail. Il n'y a pas un traître en chef quand même, non, pour toi? Giscard. Historiquement, dans la période de l'après-guerre, moi, si tu veux, c'est vrai que j'ai une passion pour la tête d'œuf giscardienne, ça c'est sûr. Mais malheureusement, aujourd'hui, en France, tu demandes qui ne l'a pas trahi, tu vois. Troisième question. Quel est l'adversaire que vous respectez le plus? L'adversaire que je respecte le plus, objectivement, les grands maîtres de l'impérialisme américain. Les John et Foster Dulles, les Dean Acheson, les George Ball. D'accord, ils nous ont battus, en partie, c'est vrai, mais par contre, c'était des mecs qui avaient une épaisseur, et à titre personnel, je préfère me dire que je dois me battre avec des mecs de ce niveau-là, plutôt qu'avec un président des États-Unis qui, malheureusement, n'arrive pas à tenir déjà sur ses jambes. De là à tenir sur un ring, ça fait beaucoup. Question suivante. Quelle est la plus grande des vertus? Objectivement, le courage et parfois le courage de dire que quelqu'un est meilleur que vous pour la mission que vous pensiez être la vôtre. Et en l'occurrence, pour la tienne, tu dirais que c'est qui? Ah non, mais moi, si tu veux, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi pour défendre la souveraineté de la France. Qui, moi, par exemple, un de mes maîtres, Jacques Sapir, par exemple. Très clairement. Qu'on entend trop peu, d'ailleurs. Allez, trop peu. Dernière question. Qui tenez-vous comme votre plus grand modèle?
Bon, alors ça rejoint un peu la question précédente. Alors, comment? Non, mon faible pour les chauves m'attire vers Juppé. Mais, mais étonnamment, si Dieu, on peut parler des grands hommes, mais on n'est pas grand-chose en face. Donc, moi, je préfère un héros proche un petit héros proche de moi et quelqu'un que je peux tenter d'égaler. Donc, je dirais mon père. Allez, on l'applaudit bien fort. C'était donc la dernière question de cette interview confession. On se retrouve, gardez vos forces, on se retrouve tout de suite pour le second, donc dernier débat de la soirée consacré à l'intérieur, à la politique internationale. À tout de suite. Guerre extérieure. Peut-on éviter l'embrasement du monde ? Quelle issue entre la Russie et l'Ukraine ? Assiste-t-on à un nouveau choc des civilisations ? Quelle doit être la place de la France dans cette nouvelle donne géopolitique ? Voilà, donc toujours avec Pierre-Yves Rougeron. Merci encore d'être là pour cette dernière. D'ailleurs, j'en profite pour dire à tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à mettre des pouces levés, à parler de cette émission. Hein. C'est grâce à vous, évidemment, que... Pourquoi tu te marres, toi ? Des pouces levés. Bah, des pouces levés. C'est YouTube il y a 10 ans. Des pouces bleus. Ah, des pouces... Oh, pardon. Excusez-moi. Moi, j'ai un professionnel. Je n'y suis que depuis 1 an et demi. Moi, je suis désolé. Hein, je suis encore tout jeune là-dedans. Alors, on parle maintenant donc de cette fameuse guerre extérieure, ou plutôt de ces guerres extérieures. Alors, la première de ces guerres, c'est la guerre, bien sûr, en Ukraine. Quel regard vous portez sur l'évolution du conflit tous ? Évidemment, Pierre-Yves, tu as monopole de la première réaction. Aujourd'hui, la guerre d'Ukraine, c'est devenu ce qu'on pourrait appeler une guerre à viande. Parce que, mis à part de tuer des pauvres types pour rien, côté ukrainien, ça ne changera absolument rien. Je vous donnais l'exemple de la fameuse contre-offensive. Alors, premièrement, quand on fait une contre-offensive, on ne l'annonce pas tous les quarts d'heure. Attention, ma contre-offensive arrive. Oui, je t'attends. Oui, mais elle va venir. Je t'attends toujours. Donc, et résultat, une contre-offensive militaire, un mec assez exceptionnel dans les milieux de la défense, qui est Benoît Billan, qui a magnifiquement traité ce sujet-là. Une contre-offensive, c'est assez simple. Il faut avoir un appui aérien, une supériorité en nombre, une supériorité en matériel. L'Ukraine n'a aucun des trois. Donc, résultat, elle a envoyé ses soldats au carton. Bon, pourquoi ? Comme toujours avec l'administration ukrainienne actuelle, pour pouvoir augmenter les arrivées financières particulièrement plus que de matériel de la part des sponsors. Où passe cet argent ? Laissons à la justice le soin d'eux. Bon. Donc, objectivement, c'est une guerre qui est perdue. C'est une guerre aux conséquences géopolitiques. Perdue par... En tout cas, perdue. Ingagnable par l'Ukraine. La Russie aura la protection des populations qu'elle est venue chercher. L'Occident... parce que c'est pas une guerre ukraino-russe. C'est la totalité de l'état-major de l'OTAN qui n'arrive pas à reprendre les 100 et quelques mille kilomètres carrés que la Russie a pris. Donc, résultat, pour l'ensemble du monde, le message est très clair. Une armée nationale seule, alors tu peux me dire, avec Prigojine, c'est moins d'1/5 des membres du groupe Carrefour. Hein, donc, quand on en fait l'armée du Deus Ex Machina, il faut quand même arrêter des bêtises. Et de l'autre côté, avec quelques mercenaires tchétchènes, eh bien, cette armée-là a résisté à la totalité. C'est un condottiéré qui voulait du blé et qui a fait une grève militaire pour avoir du fric. Bon, ok, d'accord. Alors, il est un peu fantasque, comme souvent les mercenaires. Hein. Nous, en France, on connaît. On a eu un mec extraordinaire qui s'appelait Bob Denard. Donc, si tu veux, ça ne m'impressionne pas. Alors, les Occidentaux, ça y est, j'oublierai jamais, là, tu as vu une analyste ukrainienne. À vue de nez, demain, 18h45, le Kremlin est à nous. C'est pas la poésie, ça non? Oui, ça, je crois, oui. Ça, sur donc, bon, pourquoi pas. Alors, il faut dire, on a eu un défilé. Il y avait BHL aussi, non, qui disait que c'était pas loin. De toute façon, pour lui, rien n'est jamais loin, de toute façon, à ce niveau-là. C'est l'indicateur. Tu vois, généralement, c'est où est-ce qu'il faut se mettre en face. Non, mais attends, on a eu un défilé sur la guerre d'Ukraine. Je rappelle de M. Quatremer qui disait oui, nous déporterons démocratiquement les populations de la Crimée. Et il y a 70% de Russes en Crimée. Hein. Donc, mais bon, maintenant, on déporte des gens démocratiquement, pourquoi pas. Si tu veux, cette guerre a été régressive en termes de rapports normaux entre les nations. Je vais te donner le dernier exemple en date. L'Union européenne fait un sommet avec les États latino-américains. Elle exige que les États latino-américains signent une déclaration que les eurocrates avaient préparée condamnant la Russie, et la totalité de l'Amérique latine leur a dit on vous a pas déjà foutu dehors, vous ? Non, la mémoire va finir par nous revenir. Tu vois ? Donc, si tu veux,
l'Occident apparaît aujourd'hui comme un impérialisme qui n'a plus les moyens de ses prétentions, le monde entier est au courant, et nous, on s'enfonce, on creuse. Je vais te donner un exemple qui, moi, m'a à la fois écœuré et choqué, c'est que quand l'Union africaine a mandaté l'Afrique du Sud pour avoir un plan de paix sur l'Ukraine, ce qui... Non mais... Pourquoi c'est là, tu rigoles? C'est des États comme les autres, excuse-moi, ils ont... Pourquoi pas? Pourquoi tu rigoles, Stella? Stella, tu files un mauvais coton, je te le dis tout de suite. Or, le problème, c'est que quand ils arrivent en Pologne, la totalité de la garde du président sud-africain est arrêtée par les services polonais. Et le monde entier a vu ça. Ah, je vois Mike réagir. Tu vois, le monde entier a vu ça. C'est comme ça qu'on accueille les gens en Pologne, c'est tout. Non mais... C'est une coutume locale, hein. C'est comme ça. Ouais, bah excuse-moi, moi je suis plutôt coutume pacifique, je préfère le collier et les fleurs. Hein. Tu vois, pour moi c'est plus civilisationnel que l'arrestation et le borsch. Mais donc, très bon, tu vois, mais tu comprends? On a régressé à tous les niveaux, pour une guerre qui est ingagnable. Les Américains, d'ailleurs, commencent à tourner le dos de ce conflit parce que Joe Biden se retrouve à 17 mois de l'élection en danger, donc il faut à tout prix sauver l'asperge pour sauver le camp occidental. Et le pire, c'est qu'on va remettre une pièce dans le jukebox à Taïwan dans un an. Au secours, au secours. Quel est votre regard à tous donc, sur l'évolution de ce conflit? Romain, tu en penses quoi? De quelles évolutions là ponctuelles, si c'est passé avec quel moment est intéressant? Le regard qu'on portait, notamment peut-être. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, je suis assez d'accord avec Pierre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un bourbier dans lequel il y avait la Russie avait 3 options. La première, c'était de prendre Kiev. Bon, finalement, ça a raté. Ils se sont repliés dans le Donbass, c'est pris effectivement, et je pense que les Ukrainiens, en tout cas. L'OTAN n'arrivera pas à récupérer cette zone, donc c'est déjà une victoire en tant que telle pour Poutine, sachant qu'il est soutenu par les BRICS. C'est ça qui est très intéressant, justement, c'est qu'on voit émerger un monde multipolaire avec des nouvelles organisations. Oui, vous avez vu qu'il a invité, en dépit du mandat d'arrêt international, ça te choque ça ou pas? Le mandat d'arrêt international, la Cour pénale internationale. Un mandat d'arrêt international sur un chef d'État légitimement élu jusqu'à preuve du contraire. Est-ce qu'on se rend compte que, théoriquement, je suis désolé de le dire, mais ce fantasme-là, que l'Occident a encore les moyens de faire marcher tout le monde au pas, alors qu'on n'est même pas foutu de régler le problème de Zoulou de banlieue, et que tout le monde le voit, et qu'en plus, on va vous dire, on va vous apporter la civilisation, c'est-à-dire l'économie. On va vous mettre à genoux, mais on va quand même vous apporter la civilisation, ce qui veut dire les cours de sexualité pour les gamins et un peu d'Hanouna. Eh ben, excuse-moi, voilà, non mais, est-ce qu'on se rend compte, pendant 2 siècles, tu sais, jusqu'au XVIIIe siècle, la première puissance du monde, c'est la Chine, ok? Quand l'Occident l'est devenu, la parole des Occidentaux, l'Occident a été imité, craint, admiré, copié, respecté, mais on n'est jamais passé pour des tanches. Le fait qu'on passe pour des tanches est une révolution géopolitique dont nous ne prenons pas encore la mesure. On passe pour des tanches, pas de qui Attends. On n'est pas capable de... Macron ne peut pas gérer Kagame, il me dit qu'il va gérer Poutine. Arrête. Pourquoi on est des tanches? Il a raison. Non mais attends. Je vais te donner 3 exemples qui veut dire qu'on est des tanches. Des exemples occidentaux et un exemple français. Je reprends l'exemple de Greg, si tu me le permets. Tu te rends compte que nous sommes allés faire ami avec un mec qui est jusque-là dans l'assassinat de 2 chefs d'État africains, qui a accusé l'armée française, alors que l'armée française a été la seule force à tenter d'éviter le bain de sang au Rwanda, et que ça, d'ailleurs, le tribunal d'Arusha l'a reconnu. Et en plus, ce mec-là qui a tué entre 8 et 10 millions de Congolais, ce dont tout le monde se fout, parce que devient le champion des Européens et de l'eurocratie en disant c'est notre homme en Afrique, alors que ce mec-là pille le continent africain. Et le pire, c'est que même certaines personnes qui n'aiment pas la France, mais qui ont le courage de le défier, je pense à quelqu'un que tu as reçu. Alors toi, tu vas parler, Kémy Séba. Et ben sur Kagame, et ben lui, il a eu le courage de. Et ça mérite d'être souligné, parce que je sais ce que Kagame fait à ses ennemis. Je peux t'assurer, c'est comme Picasso, mais avec un mec vivant. Donc nous avons serré la main d'un mec qui a fait tuer des soldats français. 1. 2. L'Occident en est à se remettre devant Saint Biden, si tu veux, c'est-à-dire sauve-nous l'asperge
avec si tu veux, et Hunter Biden fut son prophète. Non mais, si tu veux, alors que le monde entier sait ce que Hunter Biden a fait en Ukraine, là on est au niveau de la délinquance crasse. Et le pire, c'est que... Non, pour Biden, enfin, pour le fils Biden, c'est ça, bien ça le problème, et c'est bien pour ça que l'opinion a encore du mal à... Ah non, mais l'opinion des États occidentaux, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que l'opinion des États non occidentaux... Il y a pas beaucoup qui le savent, justement, ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression qu'on en parle plus dans les médias mainstream. Ça je suis d'accord, mais volontiers. C'est bien ça le problème. Et le dernier point, c'est que l'Occident étant régression démographique, régression politique, régression économique, régression militaire, régression scientifique... Tu vois, et on en rajoute, et on la ramène. Alors que, tu vois, avant, pour l'instant, le Grand Sud, comme le dit très bien mon ancien maître Ejah Sapir, le Grand Sud veut juste s'éloigner de nous. Mais nous, on va s'y accrocher en disant non, on a encore des conseils à vous donner. Et là, on deviendra, comme tout impérialisme bavard qui veut se maintenir alors qu'il n'en a plus les moyens, là on deviendra un facteur de guerre parce qu'à un moment, si on ne les laisse pas faire leur monde à eux, loin de notre dégénérescence, eh bien il n'y a pas de souci. S'il y a match, on n'est pas sûr de gagner. On n'est pas sûr de gagner. Donc à un moment... Tu penses que là, Poutine a marqué des points quand il a parlé de cette régression civilisationnelle? Non mais ce serait faux. Il aurait perdu des points. Le problème, c'est qu'il suffit de nous regarder. Enfin, excuse-moi, Macron, Scholz, Biden. Enfin, excuse-moi, l'Occident, ça a été autre chose quand même. Mais c'est pas l'Ukraine et la Russie en jeu là. Tu vois actuellement, ce qui est l'enjeu, c'est la dédollarisation. Est-ce que le dollar restera monnaie référence ou pas? Voilà. Si le dollar n'est plus monnaie référence pour les Américains, ils vont perdre en 5 ans peut-être 50% de niveau de vie. Les Américains ne sont pas prêts à ça. Et si eux ils perdent 50%, alors nous on perd, je ne sais pas combien, peut-être encore 2 fois plus. Alors, donc, si tu veux, le problème, c'est que même les BRICS voient très bien le problème. Les BRICS prévoient au maximum d'aller... Là aujourd'hui, tu as 70% des transactions monde tous les jours qui sont en dollars. C'est de ramener le dollar à 30%, mais pas moins. Pourquoi ? Parce que sinon, tu es obligé d'avoir... Les BRICS ne veulent pas aller vers la monnaie monde. 30 000 milliards d'euros, enfin de dollars de dette, si le dollar ne reprend plus 70% de la monnaie internationale, je suis d'accord. Ça va être la catastrophe. Barry Eichengreen avait bien calculé qu'on est entre 10 à 15% du PIB annuel américain qui repose sur le privilège exorbitant. Ça, je suis d'accord avec toi. Ensuite, si tu veux, pour avoir travaillé sur les questions de dette, si tu veux, le vrai problème de l'Amérique, tout comme le nôtre, si tu veux, la dette, ça peut se négocier de tas de manières, techniquement parlant. Par contre, c'est ce que la dette cache. Tu vois, la dette japonaise, elle cache l'absence de petits japonais. Elle cache le krach démographique. La dette américaine, c'est ce qu'elle cache. Elle cache d'avoir, si tu veux, d'avoir entre 20 et 30 millions de pauvres, d'avoir plusieurs 10 millions d'Américains qui sont illettrés au 2 degrés, d'avoir 50% d'une classe d'âge qui n'est pas capable de faire le service militaire parce qu'ils sont en obésité morbide. Tu vois, si tu veux, ce que cache la dette américaine, c'est l'effondrement de l'Amérique profonde. Ce que cache la dette française, c'est la désindustrialisation. Tu vois, donc si tu veux, le problème de la dette, c'est quand tu ne pourras plus la payer. C'est pas le fait que tu puisses plus la payer, c'est que tu vas te prendre les lames de fond de vrais problèmes dans le coin de la gueule. J'aimerais qu'on revienne au sujet du débat là. Les guerres, comment tu vois l'avenir de cette guerre en particulier en Ukraine? Alors moi, à titre personnel, c'est là pour le coup, je vais dire sincèrement, là je vais me planquer derrière mes propres équipes. Et l'attitude de la France dans cette histoire. Je vais me planquer derrière mes propres équipes et entre autres derrière Romain Bessonnet, qui est un homme admirable et qui est le traducteur en France des œuvres complètes de Vladimir Poutine d'ailleurs. Et très objectif, comment entendu. Non mais par contre, si tu veux, tu reverras. Non mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer, tu l'as rencontré. Tu verras toutes ses interventions depuis 2014. Si tu veux, il n'a jamais été pris en défaut parce que, si tu veux, il les connaît tellement bien ces peuples-là. Il parle leur langue, il y a vécu, etc. Donc il les connaît. À mon sens, c'est l'un des meilleurs spécialistes de l'espace post-soviétique. Lui, Paris, et mes équipes avec lui, sur un scénario à la coréenne, c'est-à-dire une paix impossible. Et le problème, c'est qu'il y a des tas de pays qui vont vouloir reprendre le flambeau de la bêtise. Je pense que le premier, pardon Mike,
ce sera la Pologne, parce que n'oublie pas ces deux grandes citations historiques. La première de Karl Marx, qui dit les Polonais font toujours héroïquement des choses stupides. La seconde, il est en PLS. Héroïquement. Et la seconde la seconde de Voltaire, il n'y a pas de précipice si profond qu'un Polonais hésite à s'y jeter. Donc et malheureusement, non mais politiquement parlant, ça va se terminer comme ça. Aujourd'hui, une partie de la Pologne veut quand les Américains leur ont dit que la Pologne était la première armée d'Europe, ce qui est un pouce au crime, et aujourd'hui, une partie de la Pologne dit « Ne vous inquiétez pas, quand l'Ukraine se sera partie, nous, on ira ». Alors, je peux t'assurer qu'avec l'armée russe, s'il y a match... Alors, je peux le dire, ils n'iront pas. Alors là, bien sûr qu'ils n'iront pas. Ils n'iront pas, parce que tu sais très bien que si ils y vont, c'est la Troisième Guerre mondiale. Donc, personne... Rappelle-toi le moment où il y a eu une détonation qui est tombée, je crois un missile qui est tombé sur le territoire polonais. Tout Twitter s'est enflammé, LCI s'est enflammé, Madame Pouedi s'est enflammée, tout le monde s'est enflammé. Et alors, c'était un missile ukrainien. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Douda, le président, il est venu, il a dit non mais on va voir et tout. Il a pas fait le beau. Il a pas dit si on va faire la guerre demain. Non, il a calmé les choses, il a tempéré les choses. Ils savent très bien. Nucléaire, vous n'y croyez pas mais pas du tout. Non, là faut arrêter de faire peur aux gens. Personne n'ira jusque-là. Comme dit Régis Le Sommier, ce sera jusqu'au dernier Ukrainien. Voilà. Point. Voilà, c'est ce que je disais quand je disais guerre à viande. La réalité, c'est que on nous vend des contre-offensives. Ukraine, Russie. Entre les deux, ils ont mis 170 000 mines anti-chars. C'est-à-dire qu'entre l'Ukraine et la Russie, il y a 6 fois et demi la Belgique de territoire, tu ne peux pas rentrer. Donc, si tu veux, encore une fois, on doit citer le même général, mais si tu veux passer ça, il faut qu'à un moment, l'Occident se dise, nous mettons en œuvre des moyens comparables à une opération militaire type Omaha Beach. C'est-à-dire, il faut un demi-milliard d'hommes, il faut 10 000 blindés, il faut 5 000 avions de chasse. Point. On s'en bat les couilles de leurs 32 canons César à la con. Est-ce que les États-Unis vont faire ça ? Non. Bien sûr que donc non. Au bout d'un moment, ils ne le feront pas. Et en plus, on voit bien qu'ils n'ont même pas envie de les aider. Ils leur envoient des F-16. Non, mais un avion qu'il faut apprendre 2 ans à piloter, et il te faut 6 km de route sans gravier. Ils sont dans la boue. Mais tu vois... c'est ridicule. Alors, tu vois, l'Asperge a dit que finalement, les F-16... Voilà. Par contre, regarde, je vais donner l'exemple qui corrobore ce que dit Greg. L'utilisation des cluster bombs, bombe à fragmentation. La bombe à fragmentation, premièrement, c'est une arme de lâche. Elle a été ignoble. L'utilisation des clusters a été terrible au Vietnam. De quoi il s'agit ? Alors, c'est très simple. Une cluster bomb, c'est premièrement, alors double effet qui se coule. Soit tu tues les gens par la détonation, soit les aiguilles explosives qui tombent avec, ou les billes explosives qui tombent avec, deviennent des mines. Et donc, si tu veux, double effet qui se coule, et tu pourris le territoire. C'est une arme de dépit. Et c'est une arme qui a pour but de terroriser des civils et de retarder des militaires, elle ne peut pas les vaincre. Quand on est à dire, je vais t'envoyer ça, bah oui, parce que après les périmer, le fond de caisse du frigo, il me reste que ça. Bon, je t'envoie ça, et t'es gentil, je t'ai soutenu, donc maintenant, tu passes ton chemin, tu vas jouer. Donc, de donner ça à l'Ukraine, ça n'a strictement aucun sens militaire, ça veut juste dire, écoute, on s'est bien amusé, moi, j'ai pu mettre la main sur une partie de ton pays et de toute façon, le pré-bail, les Européens vont le payer gentiment. Donc moi, j'ai eu ce que je voulais. Maintenant, on m'attend à Taïwan, tu m'excuses ? J'ai pas le temps. Voilà. Et donc, si tu veux, et là, Zelensky, à titre personnel, tu sais qu'au tout début du conflit, il vivait quasiment avec une GoPro sur lui, à se filmer en permanence. À sa place, je la remettrais. Je la remettrais juste au cas où. Tu sais, pour éviter l'un des 10 incidents domestiques les plus fréquents. Comme tu dis, Biden ne va pas prendre le risque d'accélérer le truc. D'accélérer le truc à 17 mois, alors que... Enfin, Biden, c'est pas lui qui choisit ici. Eux aussi ont le droit d'avoir leur dessus de cheminée irremplaçable. Mais c'est ce qu'ils ont. Non, mais c'est ce qu'ils ont. C'est ce qu'ils ont, dessus de cheminée irremplaçable. Non, mais si tu veux, par contre, quand tu vois... Le problème, c'est que l'État profond démocrate. Parce que, objectivement, on ne va pas s'acharner... tu connais l'expression, on ne crache pas sur un corbillard, on ne crache pas sur une ambulance et on ne mitraille pas un corbillard, ce sont 2 fautes de goût. Donc l'État profond démocrate qui a avoué, tu vois, si tu veux, c'est un auto-avortement. Tu vois, quand tu te dis tout ce qu'on a, c'est Biden, ça veut dire première puissance occidentale, ça veut dire le dernier qui sort éteint la lumière. Excuse-moi, parce que si t'as rien d'autre que l'asperge, je vais dire,
en face de Xi Jinping, en face de Poutine, ah oui, là, ça va être le choc des cultures. Ça va être le choc des cultures. Or, l'État profond démocrate dit, bon, il faut sauver l'asperge à tout prix pour sauver l'État profond démocrate, tu vois, c'est pas par droit de l'hommisme, et de maintenir ce bourbier à pétaouchnok, parce que pour l'Américain moyen, qui paye ses impôts et qui a un fils chez les Marines, l'Ukraine, c'est pétaouchnok. D'accord ? Point barre. De faire ça à 17 mois d'une élection où aujourd'hui, si tu veux, ils en sont à supplier que Trump soit... Je pense qu'il peut revenir et qu'il pourrait arrêter, il aurait arrêté cette guerre s'il avait été... En tout cas, cette guerre n'aurait, comme le dit très bien le plus grand géopolitologue vivant, qui est un très grand monsieur, qui est John Mearsheimer, et qui pourtant n'est pas républicain, si Donald Trump avait été là, cette guerre n'aurait pas eu lieu. Point. Point. C'est là, je partage ce point de vue. C'est surtout que moi, ce qui m'interroge ou qui m'interpelle, c'est le rôle de la France, en fait, dans, on va pas dire la guerre, mais dans cette opération spéciale. D'abord, premièrement... Est-ce qu'on en a un rôle véritable ? Moi, déjà, je n'étais pas d'accord pour que la France envoie des armes. Premièrement, j'étais pour au mieux accueillir des Ukrainiens parce que ça reste des êtres humains. Mais en même temps, j'étais en mode... Si la France n'est même pas capable de gérer le flux migratoire et que quand on passe la porte de la chapelle, on voit des gens dormir sous la tente, comment ils vont faire pour récupérer des pauvres gens qui viennent des pays où il y a véritablement de la guerre, où il y a véritablement des armes et des tirs et ainsi de suite. J'étais vraiment, moi, dans cette question-là, dans cette position-là. Et bien évidemment, tout ce qu'on a réussi à me dire, c'est oui, c'était là, tu es d'extrême droite, de toutes les façons, tu es contre l'accueil des immigrés. Pourtant, toi, tu es immigré, on t'a bien accueilli. Ouais, mais en attendant, vous accueillez des gens, vous ne leur offrez même pas véritablement où ils doivent se coucher, un travail... je voulais dire se reposer, mais en gros, un travail, une éducation, rien. Voilà, il n'y a pas un accueil décent. Donc, pourquoi vous accueillez des gens, vous leur promettez monts et merveilles, alors qu'en réalité, ceux qui sont déjà là, vous n'avez même pas réussi ni à les accueillir, ni à les intégrer, encore moins à les assimiler. Mais... coup de maître, ce qu'on a entendu au courant de la semaine, il y a un Ukrainien qui est arrivé et en un an, pour le coup, lui, il a appris le français et il est le premier de son lycée. Et là, ça méritait pour le coup des applaudissements parce qu'on a vu que c'est pas impossible. Et donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que la France n'a pas réussi ce coup de maître-là avec les Mathéo et les Kevin des banlieues? Comment ça se passe? Pourquoi? Ça veut surtout dire que le niveau du bac, c'est pas relevé, surtout. Mais tu vois bien que le problème de la France, c'est que, tu vois, t'as un jeune type absolument exceptionnel, pour moi, est vraiment l'avenir de la géopolitique dans le camp national, il s'appelle Clément Nguyen. C'est une brute. C'est le meilleur géopolitologue que je connaisse, en langue française, de très loin. Il prépare un ouvrage dont j'attends énormément aux éditions du Toucan l'Artilleur, toujours la grande maison d'édition souverainiste de Damien Serriex, qui est un des hommes les plus courageux de notre famille de pensée. En réalité, il analyse le déclin de la diplomatie française. La diplomatie française, c'est très simple, elle entre dans des alliances en déclin et elle y offre ses dernières forces pour les maintenir. L'OTAN, l'Union européenne, c'est-à-dire que la France veut se saigner pour maintenir un monde qui est déjà mort stratégiquement. Or, et de tuer la France, ça ne fera pas vivre l'impérialisme européen de 10 ans de plus, ça ne fera pas vivre l'OTAN de 10 ans de plus. Ce sont des cadavres à la renverse et malheureusement, qui parlent beaucoup, mais quand on voit la totalité de l'état-major de l'OTAN face à l'armée russe, qu'est-ce que ce sera face à l'armée chinoise? L'armée chinoise, c'est 2 millions d'hommes. Tu vois, ça va pas être tout à fait le même tarif. Donc, tu vois, nous arrivons à un point où la France, parce qu'elle veut disparaître au monde, elle veut se nier en face du monde, elle pactise avec, alors que, tu vois, même Chirac, et pourtant Dieu sait que ça me coûte, même Chirac, qui était un homme qui avait tous les défauts du monde, mais qui était un peu riche en monde, il connaissait la situation, on savait exactement quoi faire, c'est-à-dire juste que la France dise à l'Occident, écoutez, que ce soit en Ukraine comme en Syrie ou comme ailleurs, écoutez, démerdez-vous, la France participera pas à ça. Il n'écoutait pas BHL. Tu vois, si on se prive de l'expertise, hein, voilà, si on se prive de l'expertise,
Nicolas Sarkozy, lui, écoutait sa sainteté. Il l'a envoyé en Libye, tu vois, c'était les parfaits Laurel et Hardy, tu vois, le grand maigre et le petit Magyar, tu vois. Là, s'il faut une portée, ils m'en garderont un. Donc, tu vois, nous avons participé au crime de Libye. Nous avons participé, je tiens à dire, comme l'a très bien démontré le grand géopolitologue Patrick Mbeko, la France est auxiliaire d'Hillary Clinton en Libye. Ce qu'on appelle une attaque par personne interposée, ce qui a été la doctrine Obama. Là, on est revenu à une doctrine normale du camp démocrate, c'est-à-dire maintenant on attaque nous-mêmes sans problème. La France a décidé de s'automutiler pour sauver un monde qui est en train de crever de toute évidence, alors qu'elle devrait tenter de s'en extraire. Et s'en extraire, c'est pas compliqué, il suffit d'utiliser des moyens diplomatiques classiques. Premièrement, il faut se renforcer soi. Il n'y a que les forts qui sont respectés sur la scène internationale, et c'est normal. Et c'est normal. Tu vois, si tu veux, un État, le général de Gaulle le disait très bien, un État, ça n'a pas d'amis. Point, barre, ligne. Tu vois, le gros problème, c'est qu'on veut tellement être faible et coller à la faiblesse de l'Occident, alors que, objectivement, nous valons mieux que ça. Déjà, je reste persuadé qu'on vaut mieux que ça. Et deuxièmement, ce n'est pas en flinguant la France que l'Occident retrouvera une nouvelle vigueur. La crise, elle est en nous. Alors on peut accuser les BRICS, on peut accuser tout le monde. L'Occident est en train de dégénérer depuis au minimum les années 70, et ce n'est pas la faute des Chinois, c'est pas la faute des Russes, c'est pas la faute des monarchies du Golfe, c'est pas la faute de l'Afrique. Pardon. Canaillou. Mais tu vois, nous sommes dans cette... comment dire ? Il y a un côté... tu sais, on a toujours dit le gauchisme, maladie infantile du communisme. Et je pense que l'impérialisme, le type d'impérialisme tout couleur, tu vois, LGBT, truc, woke, en réalité, c'est la maladie de la sénilité de l'Occident. Tu vois, c'est l'équivalent d'une maladie dégénérescente. Or, mieux vaut à la rigueur que nous soyons battus et que nous puissions rebâtir plutôt que de pourrir le monde avec une maladie qui est en nous. Je te le dis sincèrement. Et je le pense. C'est exactement ça. Romain Maréchal. Non, merci beaucoup. Non, Surtout que tout le monde veut nous baiser, donc on va la refiler. très... Bon, Ça Romain Maréchal d'Occident. Ouais. Elle était bonne. Non, très simplement, au même titre que, en fait, nous sommes effectivement dans un état de dépression, on va dire, on transfère notre souveraineté à l'Union européenne, à l'OTAN, là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on demande aux États-Unis de gérer notre diplomatie. Donc en fait, on a pour ambition d'être une sous-région américaine. Sauf que la France c'est tellement 100 fois plus que ça. Enfin, le dernier à avoir une diplomatie extraordinaire, c'était De Gaulle dans les années 60 et encore. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on a cette maladie française inscrite en nous. Je suis totalement d'accord avec Pierre-Yves, c'est-à-dire que si on ne se rend pas nous-mêmes, si on ne se met pas nous-mêmes dans les conditions de reprendre la main sur l'échiquier politique mondial, on n'y arrivera jamais en réalité. Personne ne nous sauvera. Voilà. Mais le pire, Sauf toi, c'est que personne, tu vois, quand mon équipe, on a constitué un réseau de correspondants à l'étranger. Une quarantaine de correspondants à l'étranger. Quand tu vois ce que les autres peuples pensent de nous, ils pensent... Finalement, qui sont les grands gagnants et les grands perdants de cet embrasement du monde? Ah ben la France, c'est un grand perdant. La ça, France, c'est sûr. grand perdant. À tous les niveaux. Je te dirais que, tu vois, le problème, c'est qu'il faut comprendre la victoire, pas de l'Amérique, mais de ce qu'on appelle... Alors, je sais, le terme état profond, je vais avoir encore des problèmes avec Rudi Reichstadt, puisqu'il m'a fait un portrait il n'y a pas longtemps. Ah, on le salue d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, n'excitons- Allez, on l'applaudit. donc, on va pas Et exciter... rends l'argent. On va pas exciter Rudy davantage. Je vais utiliser le terme que beaucoup d'historiens américains utilisent. Le terme état profond est un terme problématique, puisqu'il vient de la sociologie politique turque. Il a un sens dans l'histoire turque. Je préfère parler d'institutions deleuziennes par opposition aux institutions jeffersoniennes. Une certaine Amérique est en train de gagner. Pourquoi ? Parce que tu as deux grandes tendances aujourd'hui, depuis le Trumpisme, dans la géopolitique américaine. Tu as une géopolitique occidentaliste classique, qui est celle de Donald Trump, qui est de dire les Européens sont quand même des Occidentaux, ils ne doivent pas dégénérer trop, parce que sinon je vais être tout seul face à la Chine. Donc, je dois les pousser un petit peu à sortir du tombeau. Bon. C'est pour ça qu'il a appuyé le Brexit, c'est pour ça qu'il a fait certaines choses. Bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait dit à Macron, je te fais un accord franco-américain à tes conditions si tu bazardes l'Union européenne, parce que c'est en train de vous bouffer.
Et Macron, évidemment, s'est vanté de lui avoir dit non, parce que, si tu veux, Macron ne peut pas s'empêcher de japper devant ses maîtres. Bon, hein, sucre. Bon. Là, c'est blanc, c'est poudreux. Bon, je vais terminer la parenthèse là. Donc, je n'ai rien dit, Donc, vous n'avez rien entendu. Et vous n'avez rien entendu. Et de l'autre, tu as des gens qui sont mondialistes, pour qui l'Amérique c'est bien, mais si ça meurt demain... Et ça, malheureusement, je pense qu'une partie des institutions de l'OCN reliées au Parti démocrate et au camp de l'impérialisme américain a fait le deuil de l'Amérique comme un État unitaire. Ils pousseront certains États vers la sécession si c'est nécessaire. Ils le commencent déjà par, entre autres, une politique de matraquage fiscal qui fait fuir les classes moyennes autochtones de certains coins woke et qui pourtant veut leur donner une sorte de permis fiscal pour aller les fiscaliser au Texas, là où ils se sont installés, ce qui veut dire la fin de la fédération. Il faut comprendre que dans un État fédéral, c'est pas possible de faire ça. Si vous faites ça, c'est la fin de la fédération. C'est la sécession. Et une partie du camp en démocrate, malheureusement, et je pense depuis les années Clinton, a fait le deuil de l'Amérique comme un État unitaire. Je le crains. Nous, on a un des jeunes chez nous qui a fait un super bouquin sur la tentation sécessionniste des grandes régions. C'est David Tusher qui a fait un bouquin qui s'appelle « Vers les États désunis », qui est un bouquin assez technique mais très complet. J'ai très peur qu'une partie du camp démocrate se dise « perdu pour perdu ». Tu sais, il y a une phrase, alors malheureusement, je suis désolé, je ne peux pas identifier la référence, mais il y a une citation d'un vieux film américain qui me revient à chaque fois que je parle de ça. Tu vois, c'est un Italo-américain qui dit à un mec de la CIA, « Dis-moi, nous, les Rital, on a la mafia, les Irlandais ont l'église, les Afros ont le jazz, mais vous avez quoi, vous les WASP ?» Et l'autre répond, impassible, nous, les États-Unis d'Amérique, vous faites que passer. Et en réalité, tu as une partie de cette Amérique-là qui, en réalité, est en train de pourrir l'Amérique. Et si l'Amérique disparaît, ils s'en foutent légèrement parce qu'ils en profitent. Et je pense que leur but, à terme, c'est de maintenir leur puissance sur l'Amérique. Point. Et pour ça, ils iront jusqu'au bout. C'est pour ça que, moi, ce que j'ai peur, c'est pas que Donald Trump soit incarcéré. D'un point de vue juridique, c'est impossible. À cause du jeu de la jurisprudence américaine, tu sais, un procès aux États-Unis, ça peut durer 20 ans. Hein. Ça peut durer 20 ans si tu as de l'argent, et Donald Trump a quand même 10 balles à foutre là-dedans. Hein. Par contre, ce que je crains, c'est que quelqu'un fasse quelque chose de stupide. C'est-à-dire ? Tu sais, des présidents des États-Unis qui ont eu un accident domestique, il y en a eu quand même un certain nombre. Donc, tu as ce qu'on appelle un jogging à Dallas, tu vois. Ça se passe mal. Donc, je ne dis pas, attention, Rudy ne saute pas. Rudy ne saute pas. Rudy, couché. Couché, Rudy. Et je dis juste que ma peur, dans ce monde, alors que la multipolarité, c'est pas un projet, c'est un fait. Il faut savoir accepter les faits. La France a toujours été à l'aise dans la multipolarité. La multipolarité, ça a toujours été, si tu veux, ça a été consubstantiel avec le monde. Donc, si tu veux, nous, on a toujours été à l'aise là-dessus. Quand on était avec la Sublime Porte, on était à l'aise. Quand on était représenté auprès des grands royaumes africains dès Louis XIV, on était à l'aise. On était à l'aise. Le monde unipolaire, d'un côté, est un monde anti-français. Et nous, on s'accroche à un truc qui veut notre mort. Enfin, faut être maso. Or, ce que j'ai peur, c'est qu'au lieu d'accepter la réalité et de se dire « Mais il y a déjà eu des changements de puissance dans l'histoire. L'Amérique a 2 à 3% de son PIB, du premier PIB du monde, ou second selon les modes de calcul, en recherche et développement. Un pays qui innove comme l'Amérique innove ne crève pas comme un bouton électrique. L'Amérique ne va pas disparaître, tu comprends ? Nous ne jouons pas notre survie, on joue la survie des gens qui veulent nous tuer. On joue la survie de l'impérialisme qui nous tue. Or, si on n'accepte pas que ce monde ait changé et que nous y avons toute notre place, eh bien, nous deviendrons la banlieue du monde. C'est aussi simple que ça. Oui, mais pour sortir ces gens qui nous tuent, il ne faut que, en tout cas en France, il ne faut que l'effondrement. C'est un chantier, on va y laisser 2-3 gouttes, je te le dis tout de suite. Ça ne peut pas se faire de façon, on va dire, démocrate, comme disait le général, on ne fait pas le 18 juin à froid. Parce qu'on aura voté, je ne sais pas qui, en 2027, contre M. Philippe ou M. Cazeneuve, ça ne se fera que dans les sangs et les larmes, il faut le dire. Mais ça, les gens aujourd'hui n'en ont pas conscience. Mais c'est sûr que ça ne se fera pas uniquement en battant de roupie. Parce qu'on est allé tellement loin. Si Bernard Cazeneuve nous sauvait. Ouais.
il tape, le pinard. On est allé tellement loin dans la dégénérescence, on est tellement loin dans... Quand un pays fait 1000 milliards d'euros de dette en 7 ans, qu'il a 150 milliards, je parle de la France, 150 milliards d'euros par an de déficit commercial, qu'il y a 6 ou 7 millions de chômeurs, qu'il y a les émeutes de banlieue, que je ne sais pas ce qui fonctionne dans ce pays, enfin plus rien, qu'on n'arrive même pas à donner 3 mitraillettes à des Ukrainiens. Si ça ne s'effondre pas, on doit vouloir l'effondrement. Je vous dis sincèrement, parce que beaucoup me disent non mais il faut qu'on fasse ça dans le calme, qu'on soit gentil, parce que l'effondrement, comme m'avait dit la dernière fois Stella, c'est pas bien, il faut qu'on soit démocrate, tout ça. Mais moi je pense que ça, on doit en sortir de ça, parce que sinon on va crever dans les décadences encore dans 50 ans. Attends une seconde. Non, je réponds. Alors vas-y, mais après je rebondis. Vas-y. Voici exactement ce que j'ai dit. En France, malheureusement, si on vous a enfermé pendant le Covid, vous n'avez pas réagi, on vous a demandé de faire des cris sur des papiers pour demander l'autorisation pour aller acheter un coca, vous n'avez pas réagi. Vous avez une famille à elle toute seule qui prend le pays en otage parce qu'elle réclame justice, soi-disant, pour un frère qui a un passé criminel plus long que mon bras, vous n'avez pas réagi. Si vous avez des émeutiers, des banlieues qui agressent vos policiers, brûlent vos mairies, brûlent vos hôpitaux, brûlent vos transports, brûlent vos piscines, vous ne réagissez pas. Si vous avez des politiciens qui n'arrêtent pas de cracher sur le pays, qui limite appellent les émeutiers à déchiqueter le pays comme ça, et vous ne réagissez pas, je ne sais pas quand vous allez réagir. C'était ça ma position. Donc, encore une fois, je veux bien. Le camp, c'est l'effondrement économique. Je veux bien, ça n'a rien à voir. Mais bien sûr que si, ça se passe toujours comme ça. Ça se passe toujours comme ça. Quand tu n'as plus d'argent, c'est là que tu réagis. Quand tu as de l'argent, quand tu as le ventre au ballon, c'est la pub. Non, il n'y a pas de pub. C'est faux, ça n'a absolument rien à voir avec... C'est évident aussi. Camomille. Si on écoute Bruno Le Maire, il va nous dire qu'il n'y en a pas. Bruno Le Maire, et votre ministre, en tout cas d'économie, il va vous dire qu'il n'y en a pas par jour, il y en a, après finalement ça va. Non, mais il écrit des bouquins, donc il a pas le temps. Si on l'écoute, il va dire que tout va bien, mais finalement, quand on regarde l'état des comptes en France, on voit très bien que ça ne va pas. Mais quand il y a des émeutes comme ça, et qu'on voit très bien que la France a a pris feu en une semaine, et qu'on a, à la minute même où on a tendu le micro à Valérie Pécresse, elle a dit qu'il faut donner 20 millions dans les mairies, il faut donner 50 milliards par-ci, il faut donner ainsi de suite. Ça veut dire pour moi que c'est pas un problème économique, c'est un problème de culture, d'identité. Si les gens ne se réfèrent pas, à leur pays, si les gens ne se réfèrent pas à leur pays et ne se disent pas que c'est chez moi et que je ne peux pas foutre le feu chez moi parce que malgré tout je dors là, je peux pas chier chez moi parce que malgré tout je dors là, je ne sais pas ce que vous attendez en fait. Donc ma position c'est celle-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il y aura pas. Allez, Pierre-Yves, arbitre. Alors, attendez, stop. Mike, Stella. S'il vous plaît, Mike, Stella. Pierre-Yves Non, si tu veux, en tout cas, je vais dire... S'il vous plaît. Ton cabinet de coach bien-être Borowski, je vais te dire sincèrement, ouvre-le vite. Les bienfaits de l'effondrement et de la disette par Mike Borowski en 10 leçons. Retardez votre suicide après la lecture de mon livre. Donc là, je vais dire, je t'édite, Mike. Hein, là, le contrat t'attend la sortie. Mais non, mais plus prosaïquement. Je vais dire, tu vois. Je ne veux pas être accusé de pécher par optimisme. Le problème n'est pas là. C'est que si tu veux, pour avoir interrogé, moi, je suis un passionné par l'histoire de l'idée de survie. Mais pas dans un angle survivaliste, M16, boîte de conserve, sous-sol. On attend que Mokhtar se pointe. Tu vois, donc, ça, je trouve que civilisationnellement, ça ira pas très loin. Par contre, si tu veux, de voir comment comment, mine de rien, comme le disait le général de Gaulle, la vie mène un combat qu'elle n'a jamais perdu. Or, tu vois, pour avoir étudié et pour avoir interrogé des hommes qui ont vécu des situations atroces. Je vais te donner un exemple. J'ai été ma revue est l'une des seules revues françaises à avoir interrogé Roberto Lavagna, l'ancien Premier ministre argentin. Le mec, il se pointe au bureau, il est ministre du Travail. Les gardes le saluent. « Bonjour, chef. »
Pourquoi tu m'appelles chef? Le Premier ministre a pris le dernier hélicoptère, il s'est barré à Miami, d'ailleurs il y est encore. Tout le merdier, à l'époque, les Argentins se battent dans la rue pour bouffer, pour le contrôle des poubelles, hein, pour qu'on voit le truc. Donc, à toi de gérer le bordel. Et donc, il décide de liquider ce qui tue l'Argentine, c'est-à-dire d'être attaché monétairement au dollar. Il me le dit, moi je prends la décision, mon téléphone sonne, des hauts fonctionnaires français, d'organisations internationales, donc on parle de Pascal Lamy, on va être très clair, hein, désolé, je vous divulgage, me menacent. Et donc je leur réponds, vous savez, mon peuple est en train de se battre pour des poubelles, donc vous me flinguez, eux vont me flinguer, de toutes les manières. Tu vois, voilà. Donc, si tu veux, c'était un journaliste de l'Algérie des années noires qui disait « Si tu parles, tu meurs. Si tu parles pas, tu meurs. Alors parle et meurs. » Donc, et d'ailleurs, il a été tué par le GIA. Donc, l'Argentin dévalue. Il est toujours en vie, va très bien. Et surtout, il retourne sur les marchés alors que l'Argentine était ruinée. Ruinée. Il avait fait un plan pensant que les marchés ne lui reprêteraient pas pendant 6 mois. Les marchés lui prêtent au bout de 3 jours. Tu vois, les vengeances de banquiers, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu vois, donc si tu veux, je ne veux pas pécher par optimisme, je pense que la volonté fait le chemin, profondément, et que, sincèrement, et ça c'est mon job, et j'ai réuni, je pense, le meilleur de ce que la jeunesse souverainiste est capable de faire pour pouvoir voir ça. Il y a des pays, je ne te le cache pas, sur le continent européen qui sont foutus. Foutus. Je ne le cache pas. Nous, on a les moyens de s'en sortir. Est-ce qu'on aura la volonté de s'en sortir? C'est un autre débat. Mais par contre, c'est justement le problème français. On pourrait, comme d'autres pays, se dire « Bon, c'est le fatum, le destin l'a décidé, on est foutu. Bon, eh bien, vivons heureux en attendant la mort. » Et comme l'avait dit une fois Michel Onfray, on est sur le bateau du Titanic, et bien prenons un verre de bon vin, etc. Mais oui, mais il y a un problème avec ça. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas spenglorien. Moi, je suis renaissantiste. Je n'aime pas les gens qui aiment la décadence. Je n'aime pas les gens qui aiment... Moi, si tu veux, je n'aime pas les gens qui ricanent quand ils voient les choses tomber. Oui. J'ai horreur de cette pensée droite-là. Quand Poutine a parlé, quand il a visé cette décadence occidentale, tu es d'accord avec lui? Si tu veux, excuse-moi. Si tu veux, le problème, c'est que... Je vais te donner un exemple. Je ne veux pas du tout passer pour un nostalgique des colonies, loin de là. Mais les anciens coloniaux avaient pour eux une chose. C'est qu'ils sont pas arrivés totalement les mains vides, historiquement. Tu vois, c'est pas vrai de le dire. Et moi, j'ai ma famille qui a été plutôt dans les mouvements anticolonialistes, donc j'ai pas de problème avec ça. Par contre, aujourd'hui, on veut donner quoi au monde? Ah, vous savez... Nous, on a des cours, vous devriez essayer. Nous, pour que nos gamins apprennent bien à lire, on fait avec des travelots. C'est la culture, c'est la civilisation. C'est wokiste. Et là, tu vois, je vais te donner un exemple personnel. Dans le pays de mon épouse, donc, qui est un pays du sud-est asiatique, la France est quelque chose de très grand. Et malheureusement, dans le Phnom Penh Times, ils ont mis les photos de la fête de la musique. Tu te rappelles de la fête de la musique? Oui. D'accord? Bon. Or, le problème, c'est que ma belle-mère ne parle pas un mot ni d'anglais ni de français, mais ma belle-sœur parle anglais. Et je reçois un petit truc. What's that? Le président. Pardon? Non, c'était en coulisses. Et dit, qu'est-ce que c'est? Et là, j'ai dû lui dire, c'est le progrès. C'est le progrès. Et tu vois, tu regardes tes pompes. Or, qu'on l'accepte ou qu'on le refuse, l'Occident, ça valait mieux que ça. Moi, si tu veux, je suis assez peiné. C'est que c'est fou parce que là, je vais faire une petite confidence. Je crois, si j'ai bien compris ce qui s'est passé, c'est que c'est un iPhone qui a réagi. C'est le fameux. C'est Siri qui a réagi. J'ai entendu ce que vous dites. C'est quand même exceptionnel ce qui vient de se passer. Il y a 1 minute en plateau, tu as parlé et il y a un iPhone. Tout le monde avait mis ses iPhones en silencieux derrière les caméras. Et il y a Siri qui a réagi. Donc quelqu'un, pour m'emmerder, a amené un iPhone antifasciste. Voilà, putain. Fallait bien que je vienne à TVL pour qu'on fasse ce coup-là. C'est le directeur de production, me dit-on, en délation, en bon délateur dans l'oreillette. Salut. Non mais c'est incroyable. Si tu veux, ils auront au moins pu mettre la photo de Macron qui boit de la Corona cul sec.
T'aurais eu de la Ça gueule. aurait été- ça aurait fait Bah quelque chose. attends. Ouais. Mais par contre, Allez, on va arriver au terme de je te cette dis juste émission. un dernier T'as vu, point. Sandrine Rousseau a dit que Il reste c'était 5 minutes. l'expression de la Masculinisme. masculinité Masculinisme. toxique. Tu vois. Alors qu'il n'y a rien de masculin chez Macron, à part sa femme, mais qu'il n'y a rien de viril chez Macron. Quoi. C'est incroyable. Le Non, mais dernier c'est pour point. te dire, un mec boit une bière tout sec, on a une partie de la classe politique qui dit que c'est intolérable. Tu vois. Et il faut qu'on aille bombarder Poutine. Bonne chance. Mais tu vois, Allez, on arrive à la fin des 5 dernières minutes de ultime cette point. émission. Ultime point. Moi, si tu veux, je suis parfois assez peiné quand on qualifie les travaux de mon équipe d'anti-occidentaux. Moi, si tu veux, je ne supporte pas, par respect pour ce que l'Occident a été, ceux qui défendent l'Occident aujourd'hui. Parce que nous nous sommes battus pour éviter ça, nos pères sont morts pour éviter ça, nos grands-pères sont morts pour éviter ça, et nos enfants n'en mourront pas. et si tu veux, moi, la vie de mon... Si tu veux, j'ai 3 enfants, j'ai autour d'un petit garçon. Si mon petit garçon épouse le métier des armes, je refuse que mon fils, si je suis père de soldat, je dois avoir cette malheureusement potentialité qu'un jour, la photo d'engagement serve. Tu vois, tu sais pourquoi on leur fait faire une photo d'engagement, c'est pour ça. C'est vrai. Ouais, elle sert à ça. C'est-à-dire, elle sera médiatisée si vous êtes tué. Eh bien, malheureusement, il faut avoir ça dans la tête si on est père ou mère de soldat. Mais je refuse que mon fils se prenne une glastos pour sauver un monde qui est capable de créer Sandrine Rousseau, de créer... non mais, si tu veux, je suis désolé. Voilà, j'ai trop aimé l'Occident pour voir ce que c'est devenu. Alors, ne crèveront pas pour le renflement de Bruno Le Maire. Ah non. Bon, écoutez les amis, Voilà. j'ai une mauvaise nouvelle. Cette émission va bientôt toucher à sa fin. Alors nous avons quand même avant cela les caricatures d'Ignace. Alors tout d'abord, le soldat Tabibian, le plus grognard d'entre nous. Je suis pas content. Voilà. Je la garde Elle est celle-là. pour toi. Envoyez-la moi après. Stella Kamga, 100% camerounaise et 100% francophile. Voilà pour toi, Tu te Stella. répètes là, Ignace, tu te répètes. Hein. Tu te répètes. Hein. Romain. C'est la deuxième fois, hein. Tu te répètes. Hein. Romain, tu es un petit nouveau, mais tu as déjà J'ai droit. mis en panne. Hein. Ah, s'il te plaît. Stella, à ta droite, Romain est un petit nouveau, mais il a déjà le droit à sa caricature. Si la France n'était pas prête pour la guerre, que prônerait Maréchal? L'armistice. Voilà. Il y en a une nouvelle de Romain. Tiens, je vais laisser Pierre-Yves la lire, celle-là. Si vis pacem parabellum. T'as un ticket, toi. Mike Borowski se bat pour la France, toujours armé de son micro, et ça fait mal avec Nouvel Ordre Mondial. Et puis un Mike qui n'a pas l'air content, lui non plus. Et enfin, le soldat Morillo aura sa place dans les tranchées. Je m'occuperai du ravitaillement. Écoute, merci beaucoup. C'était un plaisir, les 2 dernières minutes. Donc d'abord, on va remercier Mike Borowski, on peut l'applaudir bien fort. On te retrouve régulièrement sur Radio Courtoisie. Greg Tabibian également aussi. On était ravis de t'avoir en tout cas. Merci. Romain Maréchal, une belle entrée en matière. J'espère que tu reviendras nous voir. Une belle première parce que c'est pas simple avec ces zigotos-là. Stella Kamga, toujours fidèle à elle-même. Et puis Pierre-Yves Rougeron, en tout cas, 1000 merci vraiment pour cette dernière de la saison que tu nous as accordée. Je sais qu'en plus, tu devais filer très rapidement après cette émission, puisque tu l'as dit, en plus, tu es papa, jeune nouveau papa. J'en ai deux de plus. Oui. 2 de plus, voilà, d'un coup. En tout cas, voilà, on peut t'applaudir. Alors, Comment On applaudit, parce que 2 de plus, c'est pas lui qui a choisi le nom. Hein. C'est madame qu'on applaudit. et puis je tiens bien sûr à remercier, alors particulièrement pour ces dernières de la saison, toute l'équipe de Bistro Liberté, s'il vous plaît, Oui. et de TVL, elle est nombreuse. Alors tout d'abord, à commencer par le réalisateur Raphaël Daudeville, on peut l'applaudir. Rafi. Au son, Pierre, on l'applaudit également, il est en régie. Derrière les caméras, il y en a beaucoup. Alors d'abord, il y a Maxime, on applaudit Maxime. Mathilde. Charles. Le camarade Charles. Marine, que je vois un petit peu loin derrière. Et puis bien sûr, cette émission, elle ne pourrait exister sans son producteur Arnaud Soyer, on l'applaudit bien fort.
Charles Mathieu, évidemment, à l'alcool, mais il y avait que pour Greg, mais bon, il en a vidé quelques-unes de bouteilles. Ignace, encore merci pour ces caricatures. Et puis, bien sûr, je vous demande un holà d'applaudissements pour le créateur de cette émission, enfin, qui l'a incarné avant moi bien plus longtemps, et c'est Martial Bild, le directeur général de TVL, ainsi que le président de TVL, Philippe Millot. On peut l'applaudir bien fort, voilà. Ouais, non, mais... Merci. Ça me touche beaucoup. Je vous souhaite à tous de très très belles vacances et surtout ne perdez pas les bonnes habitudes, continuez à donner quand même à TVL puisque c'est uniquement grâce à vous les donateurs. Et c'est insupportable. Ça défend la très bonne fin de soirée. Oh là là. Et retour de Bistro Liberté en septembre. Bye bye.